Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois avec l'ami Corentin, ici présent. Salut. Salut. Tu vas bien? Oui. Eh bien, ça fait plaisir. Et toi? Ça va. Imhotep, comme il disait dans le film. Quel film? Je connais pas. Astérix, machin là. C'était quoi? Mission Cléopâtre. Astérix. Oui. Non. Non. Ah si, Thunderbolts. Exactement. Hey. Exactement, l'Astérix dans Thunderbolts. Donc nous revenons 3 fois par mois pour vous Alain faire Chabat bientôt. le débrief de ce qui se passe dans l'actualité de la bande dessinée américaine. Et ma foi, il y a beaucoup de choses qui se passent pour cette deuxième émission consacrée à l'actualité du mois de mars 2025. Plein de comics surtout. On va avoir beaucoup de choses à discuter de ce côté-là. Mais avant tout, ce ne serait pas un front page s'il n'était pas sponsorisé par notre partenaire Pulps, auquel nous envoyons tous nos remerciements. Et on vous recommande à chaque fois d'aller les voir, que ce soit dans leur librairie parisienne ou à Bordeaux, ou sur leur site internet sur lequel vous pouvez passer toutes vos commandes, alors que ce soit des comics VF, des comics VO, mais même des goodies, des toys, des trucs, on en plus savoir ce que faire. Il n'y a que les tondeuses à gazon qu'ils ne vendent pas encore, et c'est bien dommage, mais peut-être que ça arrivera. DC Comics fera les tondeuses à gazon. Exactement, une belle tondeuse à gazon. Todd McFarlane fera une tondeuse à gazon. Mais oui. Parce qu'il m'a dit, une tondeuse à gazon. Une tondeuse à gazon, voilà, parfait. On est dans l'humour, c'est du first print, tout craché, on est là. On vous rappelle qu'il y a aussi chaque mois le Focus Pulps. Alors on enregistre ce podcast, je crois que c'était les dernières heures pour commander, mais on reviendra très prochainement vers vous avec une nouvelle édition du Focus Pulps. C'est justement, vu toutes les annonces qu'il y a eu, il y a peut-être des indices sur certains titres qui seraient présents dans notre future sélection. Mais on en profite également, bien sûr, pour remercier tous nos tipeurs et tipeuses qui nous permettent de voir le podcast sur le long terme. C'est la fin du mois qui approche, donc n'hésitez pas, s'il vous reste quelques économies, à nous en faire un gracieux don. Ça nous permettra vraiment de voir l'avenir sur le long terme, ce qui est d'autant plus important au vu des actualités du moment et de la façon dont toute l'industrie culturelle se resserre. Donc on a aussi besoin de pouvoir survivre, donc on espère pouvoir compter sur vous. Mais on remercie en tout cas les 135 personnes qui sont actuellement sur le Tipeee. Merci à vous, on ne pourrait pas faire ça sans vous. On espère que d'autres personnes les rejoindront, ne serait-ce que de façon ponctuelle, parce que vous pouvez également donner juste ponctuellement ou vous abonner en quelque sorte. Corentin, ceci étant dit, oui. Eh bien, on va commencer tout de suite avec l'actualité comics. Et alors, on va faire un big up, à des camarades du comics qui essayent de se démener pour faire vivre la première édition d'un festival. Ça s'appelle le Multiversity Festival. C'est un nouveau festival pop culture, mais qui, dans son intitulé, vraiment se dit axé sur les métiers de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est pas simplement les licences qui leur importent, mais c'est aussi toutes les personnes qui travaillent derrière. Et je trouve juste qu'en note d'intention, ça fait plaisir de faire valoir les artisans. Donc c'est vraiment festival des arts et des métiers de l'imaginaire tel qu'il l'annonce. Ça a lieu quand? Ça a lieu le 3 et 4 mai 2025. Donc c'est dans pas si longtemps que ça, et c'est notamment pour le week-end du FCBD et également du May the Force, le truc de Star Wars là, donc quelque part un week-end dédié à la pop culture. Et ça aura lieu surtout à Aix-en-Provence, donc dans le sud, là où il n'y a pas forcément énormément d'événements pop culture tout le temps. Alors il y a des gens qui sont très impliqués dans le sud, que ce soit à Nice, que ce soit à Marseille. À Marseille également. Non, mais je pensais même en termes de comics, parce que plus c'est le Play Azure Festival, je crois que c'est à Nice justement, donc voilà, il y a déjà de ça qui existe, mais à Aix-en-Provence, mais Monaco c'est un autre pays, donc voilà. Du tout. C'est français, Monaco. Non, mais c'est une principauté, mais attachée à la France. Alors, certes, mais c'est un autre truc, c'est un autre délire. Le Monaco, machin, là, faut plus trop en parler. Ouais, c'est un peu trop mafieux, je crois. Mais donc, tout ça pour dire que c'est un festival, donc, qui a déjà annoncé plusieurs artistes de comics, en l'occurrence, puisque la bande dessinée sera mise en avant. C'est même d'ailleurs leur principal axe de communication pour le moment, avec, s'il vous plaît, Alex Maleev, qui revient donc en France. Maleev, ça se dit Maleev du coup? Mais oui, on a déjà parlé dans le podcast d'Ardeville qui est pas sorti. Avec Alex Maleev, effectivement, dont on parle dans le podcast d'Ardeville qui arrivera pour accompagner la série, le podcast on screen juste avant. Donc Alex Maleev, Rafa Sandoval, qui est en train d'exploser en ce moment sur Absolute Superman, donc dessinateur espagnol qui est en pleine actualité. Stefano Godiano, qui est
connu entre autres pour avoir été l'encreur de Charlie Adler sur The Walking Dead. Également dans les Français, Kibar, donc qui est un cover artiste qui a été repéré par Todd McFarlane, dont on parlait juste avant, himself, qui lui a envoyé un petit DM sur Insta, qui lui a fait: tu veux venir faire des couvertures pour Spawn? Et donc le mec il fait des couvertures variantes pour Spawn, ce qui est quand même plutôt pas mal comme coup du sort, je pense, quand Todd débat. McFarlane slide dans les DM, pas pour demander des nudes, mais pour demander des covers. Ouais, franchement, je pense que c'est plutôt agréable. Et le nombre d'artistes qui ont reçu un DM de McFarlane, frère. Et donc Kibar qui signe notamment l'affiche du festival qui est très chouette, sur laquelle on voit Superman, un dragon, et j'imagine que c'est le Mandalorian du coup qui est dans les airs au-dessus. Est-ce que je confirme au-dessus de la Provence. Oui, c'est le Mandalorian, Fernando. Je sais pas, moi Star Wars, tu sais bien que ça fait pas partie de mes spécialités. On a entendu au début du podcast, ouais, puis il y a le Mesoforth, là, truc de Star Wars. Ouais, mais c'était pas non, ça j'avoue, c'était dit sans mépris aucun. Ou presque. Peut-être. Aujourd'hui, on peut mépriser Star Wars. On ne sait pas. C'est autorisé. Disons que ça fait 10 ans. Même les fans de Star Wars méprisent Star Wars. Ça fait 10 ans, The Force Awakens, là, ça fera 10 ans. Déjà, depuis l'épisode 7. Et il s'en est quand même passé des choses pour la licence en 10 ans. Pas que des choses bien, d'ailleurs. Voilà. Et donc, Xavier Fournier aussi, qui est invité, qui fera des conférences, et notamment, parce qu'il viendra présenter, une conférence sur son guide de Gotham qu'il a fait pour le Gotham City Chronicles RPG. Il y a aussi Robin Nègre, tu sais, qui a écrit un bouquin, chez Sœur d'édition, donc je crois que c'est sur Dracula. Est-ce que c'est sur Dracula? Je ne sais plus. Il me semble, on l'avait reçu dans un podcast. Oui, il nous écoute, je crois, Robin, si je dis pas de bêtises. Donc on lui fait un big up aussi. Robbie. Donc voilà, il y a plein de gens qui s'appelle Robin, en plus c'est un nom comics. Effectivement. Oui, c'est ça, c'est sur Dracula la figure de Dracula voyage à travers les ténèbres. Ça, c'est le titre de son bouquin, dont la couverture est signée par Sin Piggy Head, qui est mon tatoueur. Donc vraiment, mais si. Donc voilà. Petit monde. Voilà, c'est incroyable. Les gens sont ravis de savoir ça. Les gens écoutent First Print. Après, après, c'est mon tatoueur, mais en l'occurrence, il a aussi fait l'illustration de la couverture du livre sur Berserk de Alt 236 chez Sœur d'édition. Il a fait des prints Évangélion complètement tarés. Il fait des affiches. Enfin voilà, c'est un des. Au-delà d'être mon tatoueur, c'est surtout un illustrateur aussi qui est plutôt pas mal connu. C'est d'abord tatoueur en pop culture, quoi. Sa bio Twitter, c'est tatoueur Arnaud Kikou. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Illustrateur. J'ai dessiné la piuta sur le cuisseau d'Arnaud Kikou, c'est ça son truc. Donc, pour vous dire aussi que, en termes de billetterie, en fait, ils font une opération un petit peu spéciale puisqu'ils passent par une campagne Ulule, ce que je trouve un petit peu particulier. Moi, à leur place, j'aurais plutôt ouvert une billetterie directement parce que, le problème du Ulule, c'est que techniquement, si t'atteins pas les 100%, ça invalide le truc. Mais là, à l'heure où on enregistre ce podcast, ils sont à 60% de l'objectif. Il reste quasiment 2 semaines. J'imagine que maintenant que vous avez écouté First Print, que si vous êtes du Sud, vraiment si vous êtes près d'Aix-en-Provence ou pas très loin, voilà, allez-y, c'est 10 € l'entrée. Il y a quand même des très chouettes artistes qui seront présents. Ce sera un truc à échelle très très raisonnable. Donc je pense qu'il y aura grave accessibilité à tout ce qui sera proposé sur place. Et voilà, c'est une première édition, faut soutenir. Donc voilà. Il y a des gens du Sud qui nous écoutent. J'espère bien. Et peut-être qui sait qu'un jour on viendra les voir. Ah bah oui, un jour peut-être. Oui. Donc voilà, le lien est dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à aller les soutenir, et si vous le faites après nous avoir écouté, n'hésitez pas à faire. C'est quand le salon, un big up? C'est en mai, c'est début mai. Ah merde. C'est 3 et 4 mai. Je vais dire, moi je passe à Marseille en septembre, mais du coup non. Non, là c'est un peu plus compliqué. Mais pour le reste, du côté de l'événementiel, il y a pas mal de choses qui se passent toujours, puisque heureusement on a un pays dans lequel il y a des gens qui veulent faire vivre la culture comics. Et donc on a quand même le plaisir aussi d'avoir une tournée française de dédicaces de James Tynion IV et Alvaro Martinez. James qui revient en France, il était passé au FIBD il y a 1 an ou 2 maintenant déjà, et donc il va, vu qu'en avril il y a la sortie du premier tome du nouveau cycle de The Nice House, enfin c'est la suite de The Nice House on the Lake, maintenant c'est The Nice House by the Sea. On troque les lacs contre la mer, mais voilà, l'histoire c'est toujours d'être à côté d'un point d'eau, et surtout que des gens qui ne se connaissent pas forcément soient réunis par une personne en commun sous dans un contexte de fin du monde. Donc voilà, c'était un des plus gros succès de Urban de ces dernières années. Clairement, c'est l'album aussi qui a gagné le prix de la série au FIBD 2024. L'un des plus gros succès comics, même tout court.
Bah, je sais pas tout court parce que j'aurais pas la Il y a Walking prétention. Dead, tu veux dire, en comparaison. Non, mais Walking Dead, de toute façon, c'est tellement haut que c'est un petit peu une aberration statistique. Mais je sais, il y a quand même eu d'autres comics, je les connais pas tous par cœur. Dans les créations originales un peu mainstream comme ça, c'est l'un des très très gros vendeurs. Oui, ça a été une très grosse vente. Ça, par contre, il y a pas de mystère. Et donc, évidemment, pour le démarrage de ce second cycle, Urban Comics met les petits plats dans les grands et donc fait venir James Tynion Ford pour une tournée dédicace qui aura lieu donc du 22 au 27 avril. Ça, c'est donc de Reims, Paris, Le Mans et Toulouse. Sauf que à Toulouse, il y a une petite inversion chez nos amis du comptoir du Rêve Comics puisque Alvaro ne sera pas là, mais à la place il y aura Fernando Blanco qui est le dessinateur de World Tree et Werther Dell'Edera le dessinateur de Something is Killing the Children. Donc en gros c'est quand même la James Party. Ouais, ils l'ont à la cool les Toulousains. Ouais, bah en même temps à Toulouse. Putain, quoi, c'est dégueulasse quand même, je te le dis. Faudra que tu rencontres Guillaume. C'est pas bon accent, ça. Que tu rencontres Guillaume un jour du comptoir du rêve, mais le mec est sur des terres et hyper motivé. C'est lui qui fait partie du comic shop à Saint-Bal aussi. Il propose des couvertures variantes avec eux et tout ça. Du coup, moi j'ai le seum parce que je préfère World Tree à Nice House, donc j'aurais préféré, mais c'est pas grave. Et ben va à Toulouse le 26 avril. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu prends tes billets, tu vois là. Ah bah pas mal, tu vois, c'est plus proche de l'accent du Sud-Ouest. Voilà. En tout cas voilà, ça fait plaisir. Donc si vous faites pas, voilà, c'est que 4 dates, mais c'est toujours ça de prix. Donc si vous avez l'occasion de vous y rendre, let's go. Et en tout cas aussi, ce qui fait plaisir du côté de l'événementiel, c'est que oui, il y aura bien des invités comics à Comic Con France 2025. Ils n'ont pas oublié qu'il y avait marqué comic dans le titre, donc ça c'est quand même plutôt cool puisque jusqu'à date, on n'avait que Mike Grell. Alors pas de DC pour Mike Grell qu'on aime beaucoup, mais ça faisait peu. Il est pas connu, Mike Grell. Voilà, ça faisait peu. Mais en l'occurrence, ils ont récemment annoncé donc en partenariat avec Central Comics et Diable Blanc les venues de Ezra Beach, de Derek Robertson, de Daniel Acuna et de Laura Braga, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait toujours très peu en tant que tel. Est-ce que ça justifie d'aller à Villepinte et de payer son billet? Ça, c'est à vous, c'est votre jugement moral. Après, j'ai envie de dire, moi j'y étais passé l'an dernier, justement vu que c'est un festival en fait qui n'attire pas tant que ça sur le comics. Bah, ça a fait que paradoxalement les artistes qui sont présents sont plus accessibles aussi, un peu comme Paris Manga en fait, où l'artiste allait, clairement elle est toujours très accessible parce que le grand public qui y va en fait il va pour les stars, parce que par contre Comic Con France, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont je sais pas combien d'artistes de séries de films là. C'est un peu invraisemblable, ils en ont vraiment beaucoup. Donc du côté des artistes, moi parce que Ezra Beach en plus c'est un très bon artiste peintre numérique qui a fait pas mal de choses, et notamment récemment le Alien vs Avengers de Jonathan Hickman. Oh là là, mais on s'en fout. Enfin, oui. Enfin, surtout, il a fait Thor God of Thunder. Voilà, quand même. Surtout, il a fait Gore le God Butcher, Secret Wars, mec. Je sais pas si tu connais ce petit truc. C'est un petit crossover. C'est un petit truc qui a pas eu beaucoup de résonance. Un peu confidentiel quand même. Un peu. C'est vrai qu'il a aussi fait, il a fait Secret Wars. Non, mais il a fait Ultimate Comics, The Ultimate avec Jonathan Hickman. Il a fait la grande relance du Maker. Les Éternels de Kieran Gillen aussi récemment. C'est techniquement le co-créateur du Maker d'ailleurs. Enfin, de cette version du Maker. Ouais. Voilà. Donc, grand artiste peintre serbe, croate, je par crois là. plutôt. Voilà. Et du coup, ouais, il y a lui. Il y a Derek Robertson, donc. Ouais, qui est créateur de artiste dessinateur de The Boys et de Transmetropolitan, d'un volume de Wolverine aussi, enfin, qui a fait beaucoup de choses. Daniel Acuna, qui est artiste espagnol très doué, qui a fait du Black Panther, qui a fait le très sympa Avengers Twilight de Zdarsky aussi. Ouais, Captain America. Il a commencé le Captain America Sam Wilson avec Nick Spencer, et il a fait les covers de quasiment une bonne partie de la série. Artiste plus numérique, mais très talentueux aussi. Et Laura Braga, il y a beaucoup. C'est plus éparpillé, mais on pourrait quand même plutôt citer la série des Bombshells. Ouais, DC Bombshells, sur laquelle elle s'est beaucoup illustrée. Oh, jeu de mots. Avec pas mal de prestats aussi chez DC, sur Poison Ivy, sur Catwoman, du Archie aussi récemment, du Archie Horror. C'est des artistes qu'on a déjà croisés en salon. Oui. Alors j'ai chez moi un magnifique Homelander qu'il avait dessiné à ma tendre femme. C'est vrai que techniquement il n'y a pas d'inédit. Après, mais bon, c'est déjà une bonne chose parce que Rebeach, on sait que c'est pas un mec. Rebeach, il a souvent été annoncé et en fait, il a souvent annulé aussi. Moi, je l'ai vu, Rebeach, c'était à Lyon en 2019, je crois. Donc, c'était quand même, ça commence à dater. Hein. Rebeach, il est pas loin, mais c'est vrai qu'en fait, il a une sorte de réputation d'être un peu le mec qui annule à la dernière minute. Donc là, en l'occurrence, a priori, oui, parce que cela dit, il peut toujours annuler d'ici les 2 semaines qui restent. Hein. Mike Grell aussi, on sait qu'il est un peu âgé, qu'il a pas une santé très, très, très solide. Donc, et puis Mike Grell, surtout, ce n'est pas connu. C'est pas un scud parce que moi, j'adore Mike Grell, vraiment, j'ai lu beaucoup de comics de lui.
je fais partie de cette catégorie d'élitistes idiots qui disaient waouh putain ils ont Magrel, c'est génial. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que tu vends des billets. Je sais pas encore moi ce que je pense que le salon Comic-Con France, ça reste un salon qui est pas fait par des fans de BD. Ils ont eu entre guillemets l'intelligence de se tourner vers des gens qui peuvent ramener des artistes. Comme tu dis, c'est pas énorme, mais on n'a pas mieux dans l'absolu. Pour l'instant. En tout cas sur Paris. Bah alors sur Paris, parce que sinon le week-end d'avant, il y a Fact où il y a Wes Craig, Esa Chartier. Oui, mais bon, c'est la Belgique. Tu vois, c'est pas non plus. Oui, mais c'est, je veux dire, pour des gens qui viennent qui n'habitent pas à Paris, je veux dire, prendre un billet pour aller. C'est pas un salon français. Tu vois ce que je veux dire? C'est les initiatives françaises, franco-françaises. Oui. Comme tu l'as dit juste avant. En plus, il y a des problématiques au niveau de, enfin, les régions qui vont moins payer les festivals. On sait que ça a été un problème. Ce sera un problème pour les Utopiales. Enfin, qui est pas forcément un salon de comics, mais tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, chose amusante. Oui. Je me permets de te couper, mais en même temps que Comic-Con France, il y aura le salon du livre Paris, où il y aura Émile Ferris. De Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et accessoirement, Rue de Sèvres invite Guillaume Saint-Gelin aussi sur place pour Chez Zéro. Donc voilà, c'est plutôt cool aussi. Très bien. Mais donc du coup, voilà, moi, c'est ce que j'espère, c'est que cette réduction des budgets va pas forcément freiner les initiatives de ce genre, et c'est déjà bien, entre guillemets. C'est un peu ça, en fait. C'est déjà bien, faute de mieux, d'avoir quand même effectivement des artistes qui sont pas de petits dessinateurs. Acuna, c'est cool. Harry Beach, c'est cool. Bon, Braga, c'est vrai qu'on l'a un peu plus vu parce qu'elle est vraiment, c'est la porte à côté. Mais donc, ouais, voilà. Enfin, à défaut d'autre chose, on n'aura pas que Mike Grell. Comme l'année dernière, ils avaient que Kevin Eastman, je crois. Non, il y avait Kevin Eastman qui était dans les stars, mais sinon, il y avait Barry Kitson et David Lopez qui était venu. Voilà. Ouais, voilà. Bon, donc là, on double techniquement. Ouais. Donc c'est toujours ça de prix. Qui sait, il y aura peut-être une vraie grosse artiste allée. Et sachant que, en général, Comic-Con France, il y a aussi des artistes plus locaux. Enfin, voilà, des artistes français qui viennent prendre une table et tout ça. Donc, mais ça, généralement, ce qui est un peu relou, c'est que l'orga, voilà, l'annonce pas forcément très, très rapidement sur le programme. Mais on essaiera d'inspecter, puis on imagine qu'il y aura peut-être d'autres conférences et tout ça. Mais, c'est un peu le problème de enfin, pas le problème, je comprends la démarche un peu de communication, marketing, teasing et tout ça. Mais à partir d'un moment, quand c'est 2 semaines avant, et notamment pour des gens qui, à l'inverse de nous, ne sommes pas à une demi-heure de RER ou de métro, bah, les gens, il faut qu'ils planifient leur voyage. Donc, il faut leur donner des arguments de venir, de prendre les billets de train et tout ça. Ça a un budget aussi. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils misent beaucoup d'abord sur tous les noms de leurs stars et tout ça. Mais pour ceux qui sont plus intéressés juste par la BD, ben, effectivement, c'est un peu dernière minute et c'est pas forcément idéal. Du reste, maintenant, Corentin, pour l'actualité vraiment comics, on n'a pas grand chose à dire dessus, mais c'est juste une bonne nouvelle en tant que telle. Beneath the Trees, Rite of Spring, la suite de Beneath the Trees, Where Nobody Sees de Patrick Horvath sera bien publié en 2026 chez Ankama. On sait pas de quoi ça parle concrètement. Enfin, on sait que c'est la suite, que ça se passe plusieurs années après les événements du premier tome. Ça doit sortir incessamment sous peu en VO. Mais donc, Ankama est très content visiblement. Je crois que c'est un bon succès chez eux. Ce qu'on peut comprendre parce que c'est une très bonne BD. Et donc ça arrivera dès l'année prochaine chez Ankama. Mais de quoi ça parle, Beneath the Trees, Corentin? Ce fameux croisement entre Dexter et Petit Ours Brun, comme on aime si bien le dire. Oui, mais c'est ça en fait. C'est dans un monde illustré de couleurs pastel avec des animaux anthropomorphes, une petite communauté rurale à la périphérie des grandes villes américaines. Où tout va bien, où le soleil brille, où les gens sont sympathiques entre eux, les voisins. Le soleil se lève sur la ville de Townsville. Et ça y est, t'as commencé du coup? Non. Donc voilà, c'est vraiment ce petit paysage effectivement très féerique, très livre pour enfants, et une oursonne charpentière qui a une sorte de pulsion en fait psychopathologique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de tuer pour être en paix avec elle-même. Elle va dans la ville, elle prend un individu au hasard, elle le découpe et elle enterre les cadavres un peu partout, enfin les morceaux de cadavres dans la forêt. Et elle réalise en fait un beau jour qu'il existe un autre tueur en série. Donc c'est exactement l'accroche de la première saison de Dexter, ce qui n'a a priori pas été une inspiration directe pour Horvath, mais c'est exactement ça, d'où le comparatif. Qui est un autre tueur en série dans la ville et va s'organiser une sorte de chasse à l'homme entre les deux, enfin de chasse et croisée entre les deux pour savoir qui va réussir à débusquer l'autre le premier. Super série, gros coup de cœur pour nous et pour aussi le marché américain. Gros coup de cœur pour IDW aussi qui a validé une suite pour le moment. Et on en avait parlé justement avec lui. Il avait dit, je crois que c'était effectivement l'idée de changer d'époque pour commencer à varier un peu les codes. On peut voir si du coup le graphisme va évoluer, si il compte parce que c'est quelqu'un qui est très érudit au niveau de l'épouvante, s'il compte mettre d'autres genres de références ou d'autres genres de façons d'écrire en avant. Il y a un petit côté Hannibal aussi d'ailleurs dans
Beneath the Trees, enfin la série plutôt de Brian Fuller que les romans de Thomas Mann. Donc ouais, super grosse prise pour IDW qui avait intelligemment misé dessus avant que leur partie création originale ne se casse la gueule. Grand hâte. Ouais, très bien. Et l'occasion de vous dire que à l'heure où vous écoutez ce podcast, soit l'interview de Patrick Horvath vient d'être mise en ligne, soit elle arrive incessamment sous peu. Mais voilà, on a fait un podcast avec lui. C'était d'ailleurs notre premier podcast avec un artiste étranger cette année, mais elle arrive un peu plus tard parce que l'organisation, le temps, machin, le burn-out, tout ça, voilà. Donc voilà. ensuite, un podcast tous les jours sur First Print aussi. Bah oui, mais en même temps t'es pas obligé de tous les écouter, tu picores. Ah mais j'ai pas, t'inquiète. Tu choisis tu choisis ce que tu veux. Billy 99, Billy 99 peut-être, ça se dit comme ça, de Tim Sale qui arrive aux éditions Delirium. Corentin, explique-moi de quoi ça, qu'est-ce que c'est? Oui, je vais t'expliquer. Alors Billy 99, effectivement, c'est l'un des rares projets de Tim Sale qui n'a pas encore été édité sur le marché français. La raison à ça, elle est simple, c'est que c'était en fait une petite production, parce que Tim Sale, il commence sa carrière dans les années 80. C'est pas forcément rapide, c'est pas forcément un artiste non plus très productif. Donc, on va dire que à ce moment-là, il n'est même pas forcément d'ailleurs repéré en tant que dessinateur un peu ambitieux. Et il va faire quelques petites créations sur le marché indé, avec Thieves World par exemple, The Amazon, Billy 99 évidemment. Il y en avait un autre que je n'arrive pas à remettre le doigt dessus, je suis désolé. Et à ce moment-là, donc il s'associe avec une scénariste qui s'appelle Sarah Biam, qui sera après, je crois, autrice pour enfants, pour en fait une production un peu à la V pour Vendetta. Dans un monde futuriste, mais qui ressemble quand même beaucoup au nôtre, avec des grandes villes en déliquescence, des corporatistes, une privation de liberté. Une jeune femme va en fait décider de prendre sur elle un rôle de justice qui s'inspire en fait des codes des films de KPDP et des films de Zorro. C'est-à-dire qu'elle a un chapeau à la Zorro, elle a une rapière. Donc voilà, cette espèce de perspective un peu révoltée, un peu révolutionnaire. Album qui sort, enfin mini-série qui sort en 91, donc longtemps avant que Tim Sale ne fasse ses armes avec Jeff Loeb sur Batman, sur Daredevil, Spider-Man et tout ce qu'on connaît ensuite. Et effectivement, c'est vrai que après la mort de Tim Sale, c'était Clover Press, une boîte qui a été fondée par des anciens de IDW, qui fait pas mal d'artbooks avec Marvel et DC, qui commande des variantes spéciales. Enfin, c'est à la fois une boutique et un éditeur, et qui fait beaucoup de travail d'archives aussi. Avait été chercher Billy 99 pour le rééditer. Et à la Delirium, ils avaient été se rapprocher de José Villarrubia. José Villarrubia qui a en fait repris toute l'œuvre de Richard Corben après sa mort pour la remettre au goût du jour, la remasteriser, amener de nouvelles couleurs, retravailler les contrastes, les éclairages et les noirs et blancs. Et ben ça tombe bien puisque effectivement ce travail qu'il a fait chez Delirium avec Corben, il l'a fait pour Clover Press aux États-Unis avec Billy 99. Et donc l'album avait été réédité l'année dernière et Delirium s'est positionné dessus. Alors c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement ça reste une remasterisation par Villarrubia chez Delirium, qui en l'occurrence a été faite depuis les États-Unis pour une fois. Mais c'est assez curieux parce que moi je pensais que vu l'aura de Tim Sale en France et le fait qu'il reste quand même assez peu de rareté qu'on n'a pas encore vu de lui sur le marché français, ça aurait pu intéresser d'autres éditeurs parce que ça reste un gros vendeur, Tim Sale, à la fois chez Urban comme chez Panini. Ouais, mais vu la portée du projet, vu les origines, tout ça, ça a plus de sens en fait d'en faire. Ouais, bien sûr. Mais je suis content que ça soit chez Delirium, il n'y a pas de souci, j'aime bien leur travail éditorial et leur fabrication. C'est juste, je suis étonné en fait que ça n'ait pas attiré plus de monde puisque Tim Sale, ça reste l'un des artistes fondateurs, très important, conséquent, qui a eu une influence énorme sur notre perception du dessin de BD façon super-héros. Je m'attendais à ce que justement il y ait même un effort plus rapide après sa mort pour aller récupérer un peu tout ce qu'il avait fait avant d'être connu, sachant que bien sûr c'est le Tim Sale des débuts. Hein, c'est pas aussi généreux que Catwoman, When in Rome ou Long Halloween, etc. Ça reste un dessin qui est plus classique, qui cherche encore un peu ses formes, mais ça reste très joli. Et donc c'est super cool, en espérant qu'effectivement ça amorce une ruée vers l'or entre guillemets de tout ce qui nous reste encore à découvrir de Tim Sale, parce que Billy 99, moi j'ai un peu découvert l'existence du tome quand il a été annoncé en réédition chez Clover. Et c'est vrai qu'on oublie de le dire, Tim Sale il a fait d'autres choses que des super-héros, quoi, donc profitons-en tant que les droits sont encore disponibles. Yes, merci beaucoup Corentin. On va passer du côté de la VO
Alors il y a beaucoup de choses à dire, on l'a dit du côté de la VO. Alors d'abord chez Distillery, Chip Zdarsky qui revient avec une nouvelle série qui s'appelle White House Robot Romance. Ouais. Donc la romance des robots de la Maison Blanche. Littéralement, et c'est le synopsis. Alors Zdarsky qui vient tout juste d'être libéré de son contrat sur Batman et qui va reprendre Captain America cet été, a décidé de se faire une petite pause chez Distillery pour effectivement raconter l'histoire de deux robots. Alors ça se base dans un futur où on comprend globalement que les IA effectivement et les robots sentients ont grand remplacé la main d'œuvre traditionnelle. Donc à la Maison Blanche, vous avez des robots qui font la cuisine pour le staff, et vous avez dans les services secrets des robots qui servent de banque de données ou d'agents d'analyse, etc. pour les humains. Et en fait, ces deux robots-là, en l'occurrence, donc Chef 9 et Secret Service 1, je crois, un truc comme ça, vont tomber amoureux. Voilà, comme dans Wall-E. Les robots peuvent tomber amoureux aussi, y a pas de raison. Et en fait, le robot cuisinier s'aperçoit que son copain, enfin son mec, le robot de service secret, il est obsolète et qui va être envoyé à la casse, remplacé par un nouveau modèle. Et hors de question qu'on envoie son chéri à la casse. Donc il prend le robot de service secret et il se casse de la Maison Blanche. Et là, chasse à l'homme, parce que le robot des services secrets... Enfin, chasse au robot, quoi. Chasse au robot, et pas mal. Chasse au robot, parce que le robot des services secrets, il a en fait dans sa base de données tous les secrets des États-Unis, des trucs géopolitiques. Alors on t'explique que ça se passe à un moment donné où les États-Unis et le Canada sont en plein refroidissement de leurs tensions et aux portes d'un conflit nucléaire, ce qui est plutôt rigolo, compte tenu de l'actualité. Eh ben oui. Et aussi parce que je crois que Zdarsky est canadien, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, du coup, ça, probablement qu'il en profite un petit peu pour mettre un petit taquet aux États-Unis. Mais donc oui, voilà, c'est une sorte de Wall-E, c'est une sorte de plein de choses. Enfin, il y a plein de fictions avec des robots qui tombent amoureux, hein, c'est pas tout à fait nouveau non plus. Petit projet, grosse cover, belle annonce pour Distillery. Je sais pas trop quoi en faire parce que le pitch est assez classique. On a vu quelques premières planches, ça a l'air assez joli. Je pense que ce sera voilà, ça sent un peu le projet Respiration pour Zdarsky qui avait besoin de créer un peu un truc nouveau. Après quand même avoir dû matraquer sur Batman pendant quelques années. À voir. Parce que Zdarsky en solitaire, ça peut être très bien, ça peut être aussi très peu mémorable. En l'occurrence, le concept s'écrit tout seul. Ouais. Tu vois, je veux dire, t'imagines déjà un peu l'histoire que ça va être, le côté un peu poétique, le côté un peu satirique, le côté un peu politico-réaliste moderne. Donc ouais, pourquoi pas, moi je suis toujours client de ce que fait ce brave monsieur. Très très bien. Ouais, donc ce sera retrouvé cet été et ma foi, vu le concept, je pense que ça peut être plutôt fandard comme lecture. Distillery qui de façon générale propose des créations indépendantes de bonne qualité, hein. C'est très coloré aussi, puis les designs des robots ont l'air assez sympas et mignons. Ça, je pense que si vous avez aimé Not All Robots, ce sera peut-être un complément à lire à côté. Dans le sens positif du terme. Oui. Dans le sens en fait ils sont sympas. Ensuite, Corentin, il y avait quand même un point avant d'aborder toutes les annonces de Marvel. Il y a un autre point à aborder du côté de chez Marvel. C'est que certains artistes qui sont pas contents du tout. Alors quand je dis pas contents, c'est plus que Itinéris voilà, on revient à Mission Cléopâtre. Dustin Nguyen qui s'est fendu d'un poste où pour ne pas le paraphraser, mais il incitait quand même Marvel à niquer sa grosse daronne, si je peux me permettre l'expression. Tu peux pas. Non, j'ai pas le droit. Hein, c'est pas professionnel. Il faut polisser son langage. Non, mais donc voilà, il a fait tout un tas de posts pour dire que en gros il se plaignait notamment des conditions de rémunération, notamment du fait qu'il ne touche aucune royalty sur les ventes de leur BD à l'étranger, ce qui n'est pas normal en tant que tel puisque le travail il est effectué et donc forcément quand il est revendu dans d'autres pays, c'est normal qu'il touche aussi une partie de quelque chose, ce à quoi d'autres artistes sont venus apporter leur soutien, en l'occurrence Sean Murphy, The Thorogood, Bengal, Jason Shawn Alexander, Bengal, Belen Ortega, Heather Antos, voilà, enfin donc plein d'autres gens qui montrent qu'en fait effectivement le premier éditeur sur le marché est visiblement aussi le plus pingre. Oui, de différentes manières. C'est-à-dire que c'est un soutien qui s'est exprimé par des témoignages de personnes qui, effectivement, ont quitté Marvel ou on peut travailler avec Marvel et donc pouvaient s'exposer au risque de en parler. Mais finalement, assez peu quand on regarde justement la masse de gens que ça concerne. J'étais assez étonné de voir très peu de scénaristes, notamment, participer à cet effort de guerre parce que eux ne sont pas directement concernés par les conditions de rémunération des artistes. Ils auraient pu apporter un peu d'eau à ce moulin et ça nous rappelle encore une fois que l'industrie des comics ne pourra jamais se syndiquer parce qu'il y a un peu un côté chacun pour sa gueule.
ou plutôt même marche ou crève, et ce qui est justement le problème. Alors je vais pas vous paraphraser tout mon article, j'ai fait un peu moi des recherches quand même à côté parce que je voulais pas juste traduire le communiqué de Dustin Nguyen. Ça mériterait un plus gros podcast, et maintenant que les thématiques sont amorcées et qu'on n'aura pas vocation juste à évoquer des runs et des runs et des runs de personnages connus, peut-être avec des dessinateurs, j'essaie de voir un peu ce qu'on peut nous avoir comme information par rapport à ça, ou le gens qui seraient prêts à s'exprimer, parce que c'est un gros dossier, mais le problème c'est qu'il n'y a pas en fait de normes unifiées. Moi j'ai eu accès à un contrat type de chez Marvel pour un artiste qu'on va dire, enfin pas débutant, c'est pas le bon terme, mais un artiste qui justement n'est pas une rosta et qui du coup en fait ne pas négocier non plus toutes les conditions. Comment tout le monde a deviné qui c'était. Voilà, c'est ça. Et je l'embrasse. Mais du coup effectivement, ça me permet d'avoir entre guillemets une norme de base. Et la norme de base, c'est $160 la planche pour les crayonnés, 90 pour les ancrages. Ça, si vous faites le calcul à peu près pour multiplier, ça fait un truc comme, on va dire, selon la durée du numéro, entre 5000 et 5500 balles par mois. Bah, si tu dessines et si tu encres tout. Ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, faut savoir qu'aux États-Unis, le salaire médian, il serait plutôt, alors c'est à l'année, du coup c'est un peu compliqué de faire le chiffre, mais le salaire médian, il serait plutôt autour de 80 000 balles. Donc ça veut dire que les dessinateurs de comics en général sont en dessous du salaire moyen, à supposer qu'ils arrivent à faire un numéro par mois, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Donc un numéro par mois, évidemment, ça veut dire que vous faites pas non plus d'autres séries en parallèle, parce que déjà faire un numéro par mois, c'est beaucoup. Très très peu d'artistes arrivent à en faire 2 par mois, et ceux qui y arrivent sont pas forcément les plus talentueux, ou alors ils bossent pour des maisons d'édition qui sont moins regardantes. Ou alors parfois ils font juste les crayonnés, ou juste, tu vois. Voilà, enfin, du coup, bah tu passes encore à un salaire inférieur. Ah oui. Donc ça veut dire grosso modo, très très coté. C'est ça, parce que là j'entends peut-être des gens qui vont se dire mais attends, du coup ça veut dire que ça fait quand même 250 balles la planche pour les crayonnés et l'ancrage. Si tu fais 30 pages, ça va, t'es quand même pas mal, t'es au-dessus de 6000 balles. Oui, certes, mais aux États-Unis, vous savez que si le salaire moyen à l'année il est à 80 000 balles, c'est qu'en fait après c'est à toi de payer ta mutuelle, c'est à toi de payer ton logement, etc., etc. Et les prix sont très différents de chez nous. Nous, la raison pour laquelle, et tous les libéraux adorent nous le rappeler, on a un salaire moyen qui est inférieur à celui des États-Unis, c'est qu'en fait on a des systèmes de protection sociale pour les retraites, pour les mutuelles, pour l'éducation, l'assurance santé, l'assurance santé, pour tout ce qui va avec, et on a aussi des services publics qui font que les transports sont quand même moins chers que dans d'autres pays. Enfin voilà, tout ce qui, enfin l'agrément en fait, le mode de vie qu'on a nous, il est en partie pris sur nos salaires, et voilà. Aux États-Unis, c'est l'inverse. En fait, t'as un très gros montant, et après en fait, il va être morcelé. Et comme il y a pas de mutuelle publique, la santé coûte très cher, par exemple. Sans parler des prix des logements pour les artistes qui vivent en Californie ou à New York ou dans toutes ces grandes métropoles où il y a des communautés artistiques en fait. Et c'est là que tu trouves du travail, c'est là que tu trouves des contacts et compagnie, où t'as besoin d'habiter parce que c'est utile à un moment géographique précis. Et grosso modo, bah les artistes eux-mêmes en fait, c'est une population qui est très précarisée. Parce que déjà en fait, une fois que tu enlèves tous ces moins, à la fin en fait, ton 5500 par mois, il te reste pas grand-chose pour vivre ou pour vivre bien. Alors qu'encore une fois, tu travailles sur des personnages populaires, sur des marques populaires, sur des séries qui sont exportées dans le monde entier. Et toi, effectivement, tu touches. Alors, j'ai pas voulu vous rendre triste, j'ai pas mis dans l'article les conditions de royalties, mais alors faut savoir que pour le contrat de base, en l'occurrence, il faut faire plus de 50 000 ventes uniques sur un single en moins de 3 mois pour avoir droit à, je crois, 4% de royalties. Un truc comme ça, 4,25% de royalties. Donc déjà, autant vous dire que la majorité des séries ne font pas ces chiffres-là. 50 000 en moins de 3 mois, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est un plafond assez élevé à atteindre. Et que ces 4,25% de royalties, il faut les répartir entre le scénariste, l'artiste et le coloriste. Toute l'équipe créative. Voilà. Et éventuellement ton agent qui prend une quote-part sur tout ce que tu signes. Donc voilà. Une fois que vous avez bien tout mis ça en place, dites-vous qu'en plus, c'est déjà pas non plus des sommes énormes et qu'il faut déjà bien vendre pour arriver à ce taux de royalties, mais qu'en plus, quand vous avez un album de Marvel qui arrive en France, chez Panini Comics, vous allez avoir des tomes qui vont faire 5000, 6000 ventes, parfois plus, le contrat précise bien qu'il n'y a pas de royalties qui sont vendus, qui sont faits là-dessus. Tout ce que l'artiste peut espérer, c'est sur les productions qui sont éditées en anglais. Alors après, je sais pas exactement, selon les règles des contrats, si Dustin Nguyen, par exemple, est payé sur les ventes au Canada ou au Royaume-Uni. En théorie, oui. Mais par exemple, pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour tous ces pays, en fait, qui consomment du comics, qui ont des marchés de la BD. Et dont d'ailleurs beaucoup d'artistes modernes sont originaires de ces pays-là, tu vois. Y a pas de royalties. Et effectivement, tu peux te poser la question, pourquoi, quand un Anglais va acheter, un comics de Dustin Nguyen, lui, son argent tombe un peu dans la poche de Nguyen,
Alors que quand c'est en français, bah non. Tu te dis, bah pourquoi? Il n'y a pas spécialement, enfin il y a juste une mer qui nous sépare, mais après c'est plus ou moins les mêmes pays, enfin c'est plus ou moins la même culture, quoi, c'est l'Europe. Et Marvel ne veut pas modifier son comportement là-dessus. Il y a eu aucune réponse du staff de Marvel après les prises de parole d'Nguyen. Et tout ça s'accumule dans un truc qui est beaucoup plus général. On en a déjà parlé par rapport aux sommes que touchent les artistes en cas d'adaptation, pour Marvel Studios, pour les séries Marvel qui ont eu lieu, les animés, etc., et où on leur jette des miettes à la gueule. Comme McFarlane disait, en fait, on se bat pour récupérer un peu plus de miettes, mais en vrai, on n'aura toujours que des miettes. Et c'est pour ça que voilà, le marché indépendant a pris beaucoup en importance depuis 30 balais. Que à côté de ça, bah, les sommes qui sont proposées pour le dessin à la page ne sont pas forcément indexées sur l'inflation. Enfin, tu vois, c'est tout un cas. Enfin, genre, actuellement, on est en période d'inflation, aux États-Unis particulièrement, et qu'il y a même des États, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même un salaire minimum. Hein. Et n'écoutez pas les anarcho-capitalistes qui vous disent que les États-Unis, c'est le pays où tu fais ce que tu veux. C'est pas vrai. Même eux, justement, en fait, se battent contre ça. Mais il y a un salaire minimum fédéral qui est extrêmement bas. Hein. C'est 7 € de l'heure. Il faut se dire encore une fois que avec 7 € de l'heure, il faut se payer la mutuelle, le logement et tout. Enfin bref. Mais en fonction des États, c'était ce que disait un mec dans les commentaires de Dustin Nguyen, ils sont en dessous, chez Marvel, ils sont en dessous du salaire minimum. Et du coup, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est chaud. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'encreurs. C'est pas juste parce que le numérique a pris la place des encreurs tradis. C'est aussi parce qu'en fait, les artistes ont besoin de se dessiner et de s'ancrer eux-mêmes, parce que sinon, évidemment, ils sont sur des moyennes de salaire qui sont vraiment beaucoup trop basses. Et alors, pour faire évidemment le point traditionnel de Corentin préfère DC à Marvel, il faut quand même spécifier que, non mais je le dis pour les gens qui nous caricaturent, hein, je préfère pas DC à Marvel, je préfère les personnages DC, mais DC et Marvel, ça reste deux grands groupes, j'ai les mêmes reproches à leur faire. Mais en l'occurrence, c'est vrai que les témoignages reviennent tous dans le même sens, c'est que DC est plus coulant. Pas beaucoup plus, mais que Nguyen le dit, quand il a exigé des choses chez DC, quand il a voulu négocier des conditions, DC a écouté et DC a cédé. Sean Murphy qui témoigne de ça aussi, bon c'est Sean Murphy, hein, c'est un cas particulier. En plus c'est intéressant parce que Sean Murphy c'est l'un des rares artistes qui parle de fric. Et il est ravi en interview de te parler de ses business plans, etc. C'est un truc qui limite l'intéresse plus que de parler de sa démarche créative des fois, tu vois, il te dit ouais au niveau business j'ai fait ci, j'ai fait ça, et tu vois économiquement c'est rentable et tout. Lui il te dit justement il est allé chez DC parce que chez DC lui entre guillemets lui a autorisé ce qu'il voulait faire avec White Knight au niveau thune. Et en général c'est vrai que pareil pour les covers, tout le monde dit que DC paye mieux que Marvel, ce qui est quand même étonnant parce que vu le nombre de covers que Marvel commande par mois, tu pourrais te dire bah c'est un business important pour eux, ils pourraient investir là-dedans, mais en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que oui, ils commandent beaucoup de covers, ils vont payer très cher des Pitch Momoko, ils vont payer très cher des Todd Nook, enfin tous leurs gros fournisseurs on va dire, mais les autres ils les payent quand même pas super cher. Et en l'occurrence une cover, on considère, enfin grosso modo l'adage c'est que tu prends 2 planches pour faire une cover au niveau tarif. Donc tu fais 300 à 500 balles, on va dire, de moyenne d'entrée. Et quand Zoé Torogood témoigne, parce que tu as cité son nom, Zoé Torogood, elle avait juste fait un design de personnage. Ouais, mais alors ça, c'est encore un autre truc, parce qu'en fait, on lui a juste demandé de faire un design qui est un truc qui est payé 100 balles. Elle a fait du coup un sketch, quoi, un truc que tu fais sur une table, machin. Et après, elle s'est rendue compte que Marvel avait utilisé ce sketch pour en faire une couverture. Et sans la rémunérer, mais est-ce qu'il a dû coûter plus? C'était juste de se dire, mais en fait, les gars, c'était un sketch à 100 balles, donc je me suis pas appliqué. Donc vendez pas ça comme couverture, parce qu'en plus, moi, ça me décrédibilise en tant qu'artiste. Bah, oui. Et puis Zoé Torogood, c'est pas n'importe qui non plus. C'est une étoile montante de l'industrie. Ce serait justement bien si elle, entre guillemets, avait les coups des franches pour venir faire des projets en super-héros avec ce côté un peu prestigieux d'être une nana qui compte, une nana qui a une vraie plume, qui a du talent et tout. Enfin, chacun son... Moi, je suis pas forcément extrêmement fan, mais il y a beaucoup de gens qui adorent, et c'est vrai qu'on peut pas lui arracher le côté étoile montante de l'industrie. Et bah, dès que t'es une étoile montante, Marvel arrive et il t'entube. Donc là, c'est pareil, il y a aussi un truc, c'est que Marvel paye des artistes comme Djordjevic ou plein de mecs comme ça pour faire des designs de personnages, donc des costumes. Et ils vont les payer pas cher, ils vont les payer 100 à 200 à 300 balles. Mais, si t'es un artiste qui est en poste sur une série, là, tu seras pas payé. C'est-à-dire qu'ils considèrent que si jamais on te dit, on va chercher tel dessinateur, on lui dit, tu vas nous refaire une série Miles Morales, tu vas changer le costume de Miles Morales, tu dis, parce que je vais être payé pour ça. Non, tu vas être payé ton salaire. Tu seras payé que si tu n'es pas artiste fournisseur directement sur la série. Donc du coup, là, c'est quand même un peu scandaleux au global. Enfin, si on fait la liste, il y a quand même plein de trucs qui déconnent, et effectivement, je sais plus qui le disait,
mais que Marvel, en fait, les covers de Marvel sont les moins bien payés de toute l'industrie. C'est Dynamite paye mieux, Dark Horse paye mieux, DC paye mieux, IDW paye mieux, Boom Studio paye mieux. Ça, c'est ouf. Tout le monde paye mieux. Et c'est quand même assez dingue. Alors, encore une fois, c'est du cas par cas. Si tu vas voir Momoko, elle va te dire non, moi je suis bien payé pour mes covers, évidemment. Par contre, si effectivement tu regardes la série Spider-Man Predator, c'est pareil, t'as une des covers, c'est en fait un design de recherche de personnage. Et tu te dis, mais du coup, est-ce que celui-là, ils l'ont payé? Les designs sketches ou tu vois, est-ce qu'ils l'ont payé comme une cover? Est-ce qu'ils l'ont payé comme un design? Est-ce que tu peux te poser la question maintenant? Non, mais je pense qu'ils l'ont payé en design et puis voilà. Ouais. Voilà. Et vu ce qu'ils crachent comme cover, alors pareil, je pense que tu vas Pepe Larraz, il va dire non, moi ça va, je suis bien payé, je suis content, je suis même payé cher, je pense. Enfin, Pepe Larraz, à mon avis, voilà, c'est un mec qui compte vraiment beaucoup. Bah, quand t'as un Stormbreaker, en général, ça va, ouais. Voilà. Mais après, à côté de ça, en fait, et c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur les Stormbreakers et que même les artistes eux-mêmes sont contents de revendiquer un peu cette étiquette. C'est que ça leur assure en fait une place promotionnelle que du coup Marvel peut mettre en avant et donc qui leur permet de négocier de meilleurs salaires. Maintenant, quand tu regardes un peu pourquoi il y a beaucoup d'Européens ou d'Américains du Sud qui viennent dessiner chez Marvel, parce qu'ils viennent de pays où le coût de la vie est un peu moins cher, parce qu'ils viennent de pays où les mutuelles sont publiques, parce qu'ils viennent de pays où les logements sont un peu moins chers, et que du coup en fait il y a une sorte de dumping, parce que Marvel sait très bien qu'en fait les artistes américains n'ont pas les moyens de travailler chez Marvel, parce que ça rapporte moins d'argent, et que du coup, il vaut mieux se tourner vers des fournisseurs qui viennent de pays où c'est un peu plus avantageux au niveau coût de la vie. Et à un moment donné, c'est un problème quand des maisons d'édition américaines, avec des personnages américains, Marvel, c'est les États-Unis. Enfin, je veux dire, au niveau de la culture BD mondiale, quand tu penses France, tu penses RG Astérix. Quand tu penses Japon, tu penses le manga, la shonen, etc. Enfin, shonen, etc. Quand tu penses États-Unis, tu penses d'abord Marvel et DC. Et le fait est que on le voit bien, nous, régulièrement. Là, tu vois, on parlait des invités de Comic Con France. De plus en plus, nous, depuis qu'on a commencé à écrire dans la presse comics, de plus en plus d'artistes espagnols, de plus en plus d'artistes italiens, de plus en plus d'artistes brésiliens, d'artistes vénézuéliens, etc. Ou d'artistes d'Europe de l'Est qui viennent de pays où, en fait, c'est beaucoup moins cher que d'habiter aux États-Unis parce que c'est plus avantageux pour eux. Quelque part, ils sont contents, eux, de venir produire aux États-Unis. Et c'est un peu triste, mais en fait, ils font du dumping comme ça, en se disant, on va trouver des mecs qui, avec leurs conditions de vie à eux, ce sera avantageux. Je trouve, moi, personnellement, que c'est un problème, parce que c'est pas juste une question. On peut trouver que le Creator Owned et le Work for Hire se sont équilibrés aujourd'hui. Voilà, on peut dire, le Work for Hire, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser, mais c'est pas grave, puisqu'un artiste, il vient faire du Work for Hire, il se fait une petite fanbase, et puis il part en indé, et 10% de sa fanbase le suit, mais comme il touche 100% des profits, du coup, ça s'équilibre. Donc, le Work for Hire, on n'arrivera pas à le toper. Par contre, effectivement, quand même, Marvel, ça appartient à Disney. On voit les chiffres que fait Disney sur les adaptations déjà, mais aussi sur les comics. Ils sont pas... remarque qu'on pourra en reparler quand on parlera de Tom Brevoort, si tu veux, mais moi, je pense quand même qu'il y a une pingrerie qui ne leur rend pas service, qui effectivement va les couper d'artistes talentueux comme Dustin Nguyen, qui pourtant acceptent de travailler encore chez DC. Tu vois, c'est le même mois on a ça, et l'annonce de la nouvelle série avec Jeff Lemire. C'est pas pour attribuer des points, parce que chacun ses personnages préférés et tout, mais si, c'est toujours pareil. En fait, comme c'est les deux mêmes boîtes, DC et Marvel depuis le début, c'est les deux concurrents historiques, et ils appliquent la même politique sur le Work for Hire. Donc s'il y en a un qui fait un peu mieux les choses, t'es obligé de te dire, l'autre pourrait mieux les faire aussi. Et de la même façon que Warner Bros paye mieux les artistes pour les adaptations, que Disney ne le fait, t'es obligé de te dire, ça veut dire que dans ce cas-là, Disney pourrait le faire, mais refuse sciemment de le faire. Et donc, ça veut dire qu'il y en a un qui est un peu plus un bâtard que l'autre. Donc, voilà. Et je suis désolé, là, c'est chiffré, en l'occurrence. On peut préférer Marvel à DC pour des raisons personnelles, mais ça, c'est un vrai problème et ça ne fait que s'aggraver d'année en année. Bon, comment continuer là-dessus, hein, parce que maintenant, il va falloir faire des annonces de Marvel, et donc il va falloir quand même s'enthousiasmer. Non, mais attends, c'est pas la faute des scénaristes ou des artistes, hein. Même pas des éditeurs, d'ailleurs, c'est la faute des mecs qui sont au-dessus de ces Cebulski et qui disent, tu me fais telle courbe, je veux qu'elle aille dans ce sens-là, la courbe des rentrées, et la courbe des dépenses, je veux qu'elle aille dans ce sens-là. Ouais. Et c'est tout. Enfin, c'est pas la faute de Mark Waid, je raconte pas du tout. Il est chez DC maintenant. C'est qui les annonce là, du coup? Alors, la première annonce, c'est une petite annonce. C'est juste les New Thunderbolts de Sam Humphries. Voilà, c'est pas la faute de Sam Humphries s'il sait pas écrire. Et j'avais oublié Sam Humphries, c'est incroyable. T'as vu comment il réapparaît d'un coup du néant? Qu'est-ce qu'il faisait récemment, Sam Humphries? Mais parce que moi, les derniers souvenirs que j'en avais, c'était chez DC, justement. Il faisait des trucs. Avec Bendis? Avec Bendis, mais attends, non, Sam Humphries, il avait fait l'excellent Dial H, du coup, il avait fait... C'est vrai, il y a un bail.
Ouais, c'était il y a quelques années pour l'imprint Wonder Comics. Il avait fait qui restait inédit en France et qui était vraiment, pour le coup, vraiment très, très, très bien. Tout à fait. Et, mais il avait fait des super-héros un peu moins cool dans mon souvenir. Parce que justement, il y avait un peu la répute de Bendis veut pousser son pote, mais ça. Il avait fait du Harley Quinn. Il avait fait du Harley Quinn. Il avait fait du Green Lanterns. Non, oui, c'est ça. Il avait fait des Green Lanterns aussi. Voilà, il avait fait du Uncanny X-Force il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que pour moi, son dernier coup d'éclat, c'était son Dial H, qui était vraiment génial, avec Joe Quinones au dessin, mais effectivement, qui ne sera jamais publié en VF, ça, y a pas trop de mystère. Mais c'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas trop entendu parler. Après, il avait peut-être fait quelques trucs en indé chez des éditeurs sur lesquels on n'a pas forcément capté, quoi. Mais du coup, donc les Thunderbolts reviennent. Ce coup-ci, pour se mettre en adéquation avec la marque ciné, ça reste Bucky et Black Widow, en l'occurrence, qui montent l'équipe. Il y aura Carnage, il y aura le Sentry, il y aura pas le Sentry? Si? Pas le Sentry. Namor, Hulk. Mais c'est des personnages particulièrement puissants, tu dis. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est Namor, voilà, c'est chef d'État, très très puissant, peut soulever la mer s'il veut. Il y a un Hulk, alors je sais pas si c'est Banner, mais en tout cas il y a un Hulk. Ouais, il y a Carnage. Il y a Carnage, ouais. Et donc il y a Sentry ou pas? Non, il y a pas Sentry. Il y a pas Sentry, ok. Il y a Black Widow, il y a Laura Kinney. Oui, il y a Wolverine, effectivement. Seth Wolverine, effectivement. Et c'est quand même Et c'est Cléa ou c'est pas Cléa? Non. C'est Cléa, ouais. C'est Cléa. Donc il y a quand même c'est quasiment des Defenders, hein. Parce que t'as un Hulk, un Namor et une Strange, entre guillemets, donc oui. C'est quasiment des Defenders. Ils ont appliqué l'astérisque sur le nom, Thunderbolts, New Thunderbolts, pardon, avec une astérisque, ce que je trouve nul à chier comme méthode. On s'en fiche. Oui, certes, on s'en fiche, fallait pas la mettre dans ce cas-là. Si mais elle est sur l'affiche du film. Il la mettent là pour qu'il y ait un renvoi direct. Elle est sur l'affiche du film pour une blague, a priori. Bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi appliquer la blague en comics? Mais là, c'est juste pour dire, vous avez j'ai des principes. Vous avez vu le film, voilà le comics. Ça m'agace, voilà, je trouve ça merdique. Il y a des choses plus graves sur lesquelles ça agace. C'est comme si par exemple Marvel un jour studio faisait un film Spider-Man où ils enlevaient le tiret et d'un coup Spider-Man devait enlever le tiret. Enfin, merde, voilà. Mais ça c'est des vrais combats. Non, mais ça m'agace. Mais je trouve ça ridicule et c'est nul. Et voilà. Mais bref, passe par-dessus là-haut là. Après, je sais pas exactement quoi en penser parce que effectivement, M-Freeze, moi j'en ai pas un grand souvenir en tant que scénariste de super-héros. À la fois, c'est beaucoup de personnages fan favorite. Pas d'anglicisme. Personnages que les fans aiment beaucoup. C'est une équipe qui a du coup une force assez... chouchous, on appelle ça. Des chouchous. C'est chouchous des fans. Qui ont une force de frappe tonitruante, ça c'est cool. En revanche, par contre, j'ai du mal à voir en quoi ça vient se mettre en adéquation avec le principe même des Thunderbolts. Parce que le principe n'a cessé d'évoluer. Bah oui, c'est ça, en fait. Il y a au moins 3-4 façons différentes de faire des Thunderbolts. Donc, mais du coup, ça veut dire quoi le nom de cette équipe? Enfin, je veux dire, moi j'étais resté sur l'idée que c'était un peu une sorte de Suicide Squad à l'époque de Steve Dillon et de Daniel Way, tu vois, j'aimais bien d'ailleurs ce volume. Après, ça a été des casques bleus avec Hawkeye ils avaient allé à New York, il y avait des personnages qui avaient été créés pour l'occasion, qui avaient aucun intérêt d'ailleurs. Après, c'est redevenu des super espions avec Bucky. Et là d'ailleurs, c'est là encore, parce que la série Doomstrike vient de se lancer, je crois. Que pas mal, que c'est cool d'avoir récupéré Colin Kelly et Jackson Lansing juste pour ça. Et là, on passe à un truc totalement différent, qui n'a pas l'air d'avoir de rapport immédiat avec l'actualité One World Under Doom. Non. Donc je trouve ça un peu, genre, est-ce que ça veut dire qu'ils vont démanteler l'équipe de Colin Kelly et Jackson Lansing après Doomstrike? Bah oui, puisque c'est des New Thunderbolts de toute façon, donc c'est on veut dire que c'est dans le titre. Je sais pas, mais je trouve ça un peu, du coup, je trouve le nom de l'équipe veut plus forcément dire grand chose, en fait. Non, ça a tellement changé depuis le concept original, de toute façon, ça va plus rien avoir, donc. Après, voilà, si vous êtes fan de Simon Freeze, c'est qui au dessin? C'est Ton Lima. Ouais, ça me dit pas grand chose. Il a fait du West Coast Avengers, peut-être le récent volume de Jerry Duggan, peut-être, c'est celui-là. Bah, très bien. Écoute, tant mieux. Voilà, c'est une annonce quand même, c'est pas l'annonce la plus excitante de chez Marvel parce qu'il y a eu d'autres annonces. Bah, si t'aimes bien Namor, t'es content de le voir un peu parce qu'il a pas non plus. Si, il y a la série d'Aaron en ce moment, il faut qu'on en parle d'ailleurs, je trouve bien. Ouais. Ouais. Qui arrive bientôt, qui a été annoncé pour cet été, je crois, en VF, chez Panini. Non, par contre, il y avait deux autres annonces plus importantes, même trois. La première, Impérial, de Jonathan Hickman, donc qui arrive en juin 2025. Et donc Arnaud avait raison. Pour une fois.
Pour une fois, il avait raison. C'est donc pas du tout un event lié à Ultimate, Corentin. C'est dessiné donc c'est dessiné par Federico Vincentini et Iban Coelho. Iban Coelho qu'on voit décidément partout. Bah, Stormbreaker, mon gars. Il casse des tempêtes. Il storm des breaks. Exactement. Il break des storms. Il break des storms. Storm des breaks, ça veut dire il vole des camtars, ça. C'est ça. Donc ouais, effectivement, ce sera un événement de la porte cosmique, ou plutôt de la porte spatiale au cosmique, c'est-à-dire le pitch ressemble beaucoup au travail de Abnett et Lanning à l'époque de leur volume sur les Gardiens de la Galaxie, où il y avait aussi, je crois que c'était Giffen qui faisait le Silver Surfer. Donc l'idée en fait, c'est qu'il va avoir une sorte de grande réorganisation des puissances spatiales, donc des grandes civilisations extraterrestres qui gouvernent un peu le cosmos façon Marvel, avec alors ça suit la mort d'un personnage, je crois. Nova ou pas? Je sais pas, parce qu'il y a le casque de Nova sur la couverture, ça fait très Last Days of Nova en peut-être qu'il y aura de ça, ouais. Mais donc effectivement il y aura le Nova Corps qui va être là, il y aura l'armée Hulk de la planète Hulk qui va être là, il y aura la nouvelle civilisation wakandienne qui, comme on le sait depuis Coates, a aussi une perspective extraterrestre. Voilà, ça fait un peu War of Kings dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on comprend un peu que ces grands personnages très puissants vont se taper dessus ou faire des intrigues de cours ou qu'il va y avoir une sorte de grande partie de jeu d'échecs ou de risques avec des planètes. Parce qu'on te parle de la disparition de plusieurs dirigeants traditionnels des grandes puissances spatiales. Voilà. La nature a horreur du vide, et donc voilà. Si certaines puissances disparaissent, lutte de pouvoir pour remplacer tout ça. C'est ça. Donc pourquoi pas. Alors c'est une première mini-série en 4 numéros qui a vocation à amorcer une plus grande narration de long terme. Peut-être que c'est ce que Hickman va faire pour les prochaines années, probablement. À voir parce que il y a plusieurs choses. D'un côté, effectivement, Hickman n'écrira pas Ultimate Incursion, je crois. Non. Oui, c'est Incursion, c'est le truc de Dennis Camp, mais comme dit, pour moi, Incursion, c'est pas le méga crossover non, c'est auquel tu pensais. Donc c'est possible que Hickman fasse quand même le méga crossover Ultimate plus tard. Peut-être, mais Incursion, c'est un petit Spider-Man, tu vois. C'est un Spider-Man. C'est lui qui est le scénariste. On l'avait dit, c'est Spider-Man 3 bien en fait. Sûr, bien sûr, mais c'est lui qui est le scénariste de la série Spider-Man, donc je trouve ça un peu étonnant qu'il ait délégué ça à Camp. Camp qui écrit les Ultimates et qui, je crois, avait écrit Ultimate One Year In. À vérifier, je suis pas sûr de moi, mais en tout cas voilà, il a pas prévu en tout cas lui d'écrire la rencontre du Maker. En tout cas, ça n'a pas été annoncé pour le moment, alors que normalement le Maker sort de sa prison cette année dans l'univers Ultimate, et il s'engage dans un projet qui a l'air d'être de plus long terme. Ce qui, du coup, pour en revenir à notre discussion, Arnaud, me fait dire quand même qu'il a envie de faire autre chose que les comics Ultimate, en tout cas pas exclusivement les comics Ultimate. Hickman, on avait l'habitude de le voir sur les trucs qu'il avait pas encore fait. Là, mine de rien, dans ces Avengers, il y avait déjà un peu ce côté bataille spatiale, les forces du cosmos et tout. Infinity, c'était lui, non? Bah oui, ouais. Tu vois, et donc c'est pas totalement inédit. Après, le cosmique traditionnel... Après, c'est pour faire une réorganisation de la partie cosmique de l'univers Marvel, comme il a fait la grande réorganisation des X-Men avec Krakoa, why not? Oui, tout à fait. C'est vrai que effectivement, ça peut être assez ambitieux. Mais il y a un problème, c'est que le cosmique ne vend pas beaucoup chez Marvel en général et qu'il n'aura pas la licence qu'il avait sur Krakoa, je pense, d'avoir 4-5 séries en même temps pour en faire une vraie grande saga. Enfin, moi je veux pas forcément moi je veux pas forcément 4-5 séries de nouveaux à suivre en parallèle sur le plan casual. Mais ça fait toujours beaucoup. les pauvres de panique qui vont encore devoir faire des mensuels et tout. Non mais après regarde, à l'époque de Abnett et Lanning, c'était quoi? C'était Nova, Gardien et Silver Surfer. Enfin, c'était pas non plus 3, voilà. D'accord. 3 ça va. Voilà, tu fais une série Hulk, une série Black Panther, une série Nova. Et voilà, tu vois, tu te démerdes avec ça. Ouais, mais une série Hulk spatiale alors. Bah oui. Ouais, je sais pas. Oui, mais c'est le fils, comment il s'appelle? Oui, Scar, ouais. C'est un Scar, c'est la planète. Ouais. Mais a priori, voilà, ça va être un peu l'idée. Moi, je suis un peu nostalgique, c'est vrai, j'avais beaucoup révisé quand Guardians 3 était sorti, de cette version, en fait, de Marvel qui quitte vraiment l'univers terrestre pour inventer des civilisations. Hickman, c'est littéralement ce qu'il a fait pendant des années avec 3W3M. Enfin, à défaut de faire des comics dessus, il a au moins développé des civilisations. Là, c'est pareil. En plus, tu vois, tu peux imaginer que ce sera une sorte de 3W3M avec tout le côté chaque faction a ses règles, chaque faction a ses normes, chaque faction a son organisation. Un peu de bataille spatiale, ça me va carrément. Néanmoins, effectivement, ça me paraît quand même moins révolutionnaire que Krakoa. C'est normal, tu me diras, il peut pas non plus à chaque fois réinventer la roue. Et je suis quand même un peu échaudé, je suis désolé de devoir le répéter, après Gods, où cette promesse de refaire un peu justement de religion, enfin c'était voilà.
cette phrase n'ira pas jusqu'au bout parce que il y a plein de gens qui ont aimé. Oui, et puis Gods, quand tu compares à Revenge, Gods, en fait, c'est quand même vachement mieux. Oui, vachement mais quand tu compares Revenge à Alien vs Avengers, non, remarque, je pense que pour le coup, il faut que je finisse à Alien vs Avengers, mais je suis pas sûr que le dernier numéro soit sorti. Non, oui, Revenge, ça lui ressemblait pas. Revenge, au final, c'est assez, ça lui ressemblait pas. C'est très Scott Snyder, ce qui est curieux pour du Hickman, mais. Ouais. Bref, après, c'est parce que Capullo était là aussi, mais il a voulu faire plaisir à Capullo, je pense. Plutôt, oui. Mais en tout cas, ouais, ça sent en tout cas qu'il a un plan en tête, qu'on revient à ce côté Hickman planificateur. Tant mieux. Je demande à voir. Voilà. Mais plus de Gods, par contre, s'il vous plaît. Ouais, mais ça reviendra, je pense. Gods, ça va revenir. C'était pas juste un coup d'essai. Mais par contre, autre grosse annonce du côté de Marvel, qui fait vraiment particulièrement plaisir. Le retour des Marvel Knights. Alors, peut-être que pour un titre, mais en tout cas, Joe Quesada. Tu t'en bats. Oui, non, mais Joe Quesada et Christopher Priest. On savait que Joe Quesada, depuis plusieurs années, il teasait régulièrement qu'il avait un ultime projet chez Marvel qu'il dessinait. Et on ne savait pas de quoi il s'agissait. Maintenant, on le sait. Donc, c'est un titre qui s'appelle Marvel Knights: The World to Come, et c'est un récit sur lequel il sera secondé au scénario par Christopher Priest, donc immense scénariste à qui on doit notamment un volume monumental de Black Panther en Marvel Knights, justement. Et quelque part, en fait, c'est dans la suite, ça se place dans la continuité de ce volume-là. A priori, T'Challa n'est plus. Et pareil, comme pour Imperial, la nature a horreur du vide, lutte de pouvoir, il va falloir, on sait pas trop quel est le pitch, sinon que Long Live the King, il va falloir lui trouver un remplaçant ou une remplaçante, mais c'est surtout la promesse d'avoir donc l'un des meilleurs scénaristes de Black Panther revenir sur le volume. Le meilleur. J'ai pas envie de... Don McGregor a eu son importance. Mais c'est pas pareil, ça a rien à voir. Non. Don McGregor, il a pas fait un truc aussi révolutionnaire ou aussi adulte ou aussi engagé. Je pense aussi, mais je veux juste ménager pour dire qu'il y en a eu d'autres qui ont compté également. Mais bien sûr. J'adore le travail de Lynn, j'adore le travail de Coates. Même si à titre personnel aussi, le Black Panther de Priest, c'est ultime, quoi. Pour moi, c'est le volume. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement content, et surtout de les voir reprendre l'intitulé Marvel Knights, en l'occurrence, même si moi, effectivement, là, on est d'accord, c'est juste peut-être moi qui prend un peu mes désirs pour des réalités en me disant est-ce que ça va, parce que nous ça fait plusieurs années maintenant qu'on dit relancer Knights, relancer Max, refaites un label un peu comme ça, où on peut s'affranchir des contraintes. En fait, ils ont déjà fait ça avec Garth Ennis, c'est-à-dire qu'ils ont pas relancé Max, mais ils ont remis le Max, ils ont remis un petit truc pour dire que ça s'inscrit quand même dans la même continuité, et au pire, je pense que ce sera ça, en fait. Voilà, mais au pire continuez juste de faire des projets régulièrement comme ça, alors. Oui et non, parce que si on revient à la racine même de ce qu'était Knights, l'idée c'était justement Quesada et Palmiotti qui vont chercher leurs copains du marché indépendant pour avoir de nouvelles visions différentes, une façon de faire un peu qui surprend, une vraie ligne, c'est un peu une ligne Ultimate avant l'heure entre guillemets, sauf qu'elle était exclusivement tournée vers, pas les Hero Street et et des tonalités plus adultes, et plus vénères et plus violentes et tout. C'est là que Ruka, c'est là que Bendis, c'est là que tout ce qu'on connaît. Là en l'occurrence, au contraire, justement, c'est aller chercher des vieilles légendes qu'on connaît et qui peuvent amener un complément à leur run. Ça ressemble plus à ce que fait justement le versant nostalgique des comics. Mais c'est complètement du comics nostalgique, mais là je dirais mes bienfaits. Oui, non, mais attention, je suis ravi. Tu vois. Je suis ravi que Priest revienne faire du Black Panther. Au contraire, ça me fait moi très plaisir, effectivement. Néanmoins, voilà, c'est pas, à mon sens, c'est pas encore, s'il devait un jour en passer par là, la vraie relance d'un label comme on aimerait qu'il fasse. Mais bon, après, voilà, ils ont fait le label Ultimate, on est content aussi, y a pas de souci. Bon, après, la série Ultimate Black Panther est un peu moins intéressante. Mais bon, ouais, c'est cool parce que c'est Joe Q, parce que c'est Priest. Moi, je suis ravi, comme je suis ravi quand Garth Ennis revient faire du Punisher Max tous les 2-3 ans. À voir avec plaisir, en espérant d'ailleurs que ça... Est-ce qu'il a été réédité, le volume de Priest, depuis la sortie de Black Panther 1? Non, ils avaient fait des Marvel Select. Ça faisait partie des derniers Marvel Select, donc les derniers souples de Panini, qui étaient bien compacts, et du coup avec un bon rapport de prix par rapport à ce que ça contenait. Et depuis, il y a plein. Non, il y a plus. Hein. Peut-être que si un jour ils feront Black Panther, ils le feront de toute façon. On sait que non, mais maintenant que Urban refait du soupe, Panini va refaire du soupe, donc on le reverra aussi. Non, mais un omnibus, tu vois. Ah non. Tu coming out sur les omnibus toi aussi? Non, mais j'en ai, mais tu remarqueras que c'est toujours les mêmes. Et que j'en ai pas repris depuis. Après, j'ai juste craqué sur les omnibus Aliens qu'ils ont fait.
Mais de façon générale, enfin, je suis pas plus client que ça des omnibus en tant que tel. Parce que j'y pensais par rapport, tu sais, au côté White Tiger, qu'on a vu récemment dans Daredevil Born Again. Ouais. Alors certes, ça aurait été un peu compliqué de faire un omnibus White Tiger contre, ça découle du volume de Priest. Oui, donc, bien sûr, mais. Donc, bon, après, c'est un petit personnage, et puis l'acteur est mort, donc on le reverra probablement pas. Mais bref, enfin, pas de spoiler. Mais bref, tout ça pour dire, on est content quand même. On est content. Et s'il vous plaît, rééditez le volume de Priest sur Black Panther. Voilà. Ouais, mais limite je le verrais plus en prestige, tu vois, ou un beau de luxe, un truc comme ça, quoi. Mais c'est très long quand même il faut beaucoup de tomes, là. Ouais, mais tu fais en 3 de luxe, un truc comme ça, je pense que ça passe. Allez, Panini au travail, là. Allez, hop. Pour le Black Panther 3 qui a pas été annoncé, mais qui sortira quand même. Oui, c'est ça. Allez, dernière annonce, c'est un relaunch, et je mets les guillemets, je fais mes guillemets avec les doigts là comme un connard, pour les Fantastic Four de Ryan North. Quoi, comme un connard? Parce que c'est un truc de connard apparemment de faire les guillemets avec les doigts. Les air quotes. Ah ouais? Apparemment faut pas. Oh, bon, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, ça s'est relaunché cet été. J'en ai rien de... Voilà, c'est ça. c'est relaunché cet été, et donc on met le relaunch entre guillemets, puisque, c'est juste un artiste qui change, c'est Humberto Ramos qui arrive sur la série, donc ça repart effectivement au numéro 1, mais c'est toujours Ryan North dessus, Ryan North qui s'occupe de la série depuis 2022, donc il est dans le bain des Jason Aaron et des Chip Zdarsky qui voient leur run relauncher de façon plus ou moins régulière. On verra. Ils ont changé de dessinateur, c'est pour ça. Ah mince, c'est pour ça, zut alors, donc ça explique tout. Et donc voilà, on le savait, Corentin l'avait annoncé il y a déjà des mois, puisque avec les numéros qui sont en tie-in dans One World Under Doom, ils avaient commencé à faire une sorte de décompte où ça devenait Fantastic 3, puis Fantastic 2, puis Fantastic 1, et Corentin avait dit, je parie qu'ils vont relauncher quand ça atteindra le compte à rebours. Oui, j'ai pas lu dans le Murdoch Café non plus, hein. Je veux dire, le film sort, c'était alors t'as fait quand même des expériences de divination en tarot assez poussées, ouais, je trouve, dans les organes d'animaux, comme dans l'Enfeust. Oui. Tu vois, Taratafeust. Oui, t'avais fait, c'était un peu gênant, t'en avais mis partout dans le salon, c'était un peu dégoûtant. Bah oui. Mais donc. C'est pour ça qu'on se demande où est passé, Dario. Oh non, t'es méchant. Dario va très bien. La belle poule, les gars. Dario, il est de Toulouse. Justement, oui, il va au comptoir du rêve, et voilà, il se prélasse dans la librairie. Bravo à Dario. Non, donc. Et donc, oui, il relaunch, et ce sera le même scénariste, mais Humberto Ramos au dessin. Voilà. Et en fait, c'est une histoire qui, pour le coup, en tout cas pour le premier arc, va s'émanciper du présent, puisque c'est une sorte de voyage dans le temps, au moment des dinosaures. Donc, toi, tu devrais être content. Mais bien sûr. Voilà. Et justement, pour pas avoir affaire avec les conséquences directes de One World Under Doom. Donc, oui, ce qui signifie, je pense que ce volume ne durera qu'un temps. Peut-être. À mon sens. J'en sais. Ça sent un peu quand même. Surtout qu'il il y a Doctor Doom l'année suivante qui va être en vedette d'un film Marvel Studios. Ça sent un peu le volume. En plus, Ramos ne fera pas 20 numéros. Non, effectivement. Ça sent le volume parenthèse, à mon sens. Pour bien après te remettre la disquette. Tu penses avec un autre relaunch? Robinson, c'était quoi? C'était exactement ça. Hein. C'était le volume parenthèse avant que Dan Slott ne les ramène sur Terre. C'était exactement la même chose. Ça avait duré, je crois, 12 à 14 numéros. Ils font ça, c'est Marvel, ils font ce genre de choses. Mais tu vois, il y aura probablement un numéro 750 à faire à un moment donné aussi. Hein. Oui. Voilà. Néanmoins, toi, Arnaud, tu n'es pas content. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas Humberto Ramos. Non, je suis pas très fan. Tu n'as pas envie de touter le horn. Comment ça se dit en français? J'ai pas envie de me mettre à dos sonner la trompette de Humberto Ramos. Le fandom d'Humberto Ramos, mais non, c'est pas quelqu'un dont j'apprécie plus que ça le dessin. Bah, c'est sympa, mais. Oh. Non, mais franchement, c'était sympa, mais sans, j'aime beaucoup, sans plus. Oh, j'aime bien, moi. Non, et puis, Humberto Ramos, moi, j'aime bien. No offense, mais ça fait pas mal de temps qu'il est là aussi, quoi. Et alors? Et je trouve pas que son style s'améliore en vieillissant. Capullo, ça fait 25 ans qu'il est là. Ouais, mais bizarrement, même Capullo aussi. Capullo c'est un mauvais exemple. On commence à fatiguer de certaines choses également de Capullo. Non, je sais pas, après, c'est vraiment là, c'est une question plus de goût et de couleur. Je n'aime pas trop Humberto Ramos au dessin. Voilà, ça. Je peux comprendre. J'aime pas ces visages trop gros, trop machin. J'aime pas la première illustration, effectivement, est pas très heureuse, surtout le visage de Susan Storm, qui fait un peu pas ouf, on va dire. Néanmoins, moi, c'est un artiste que j'aime bien. J'avoue, je ne suis pas un très très grand consommateur de Iban Coelho. J'aime bien Humberto Ramos et les dinosaures, et j'aime bien ce que fait Ryan North sur le 2 de la série.
Donc non, mais on restera pour le scénariste. dans l'absolu. Et en l'occurrence, non, mais en l'occurrence, Ramos, ça reste un grand vendeur aux États-Unis. Bah oui, aux États-Unis de façon générale aussi. Hein, le Spider-Man de Ramos, c'est pas non plus n'importe quoi. Je fais partie d'une minorité, hein, clairement. En plus, je sais pas, il y a un côté un peu Scotty Young chez Ramos qui m'a toujours un peu plu, mais enfin, peu importe. Après, Arnaud a des goûts de merde, c'est pas une nouveauté, tu vois. Oui. Cinéma, musique, comics. On alimente Exactement. Le mythe quelque part. Ou le mythe. La grosse mythe. Mais par contre, effectivement, ça m'agace avec énergie, enthousiasme, vocifération, que, encore une fois, ce soit un numéro 1 qui n'a de numéro 1 que le nom. Et je sais ce qu'on va me répondre. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir des bons volumes, être des bons scénaristes. Et après, les numéros, les fans, ils sont pas trop cons, ils s'organisent comme ça. Oui, certes. Voilà. Mais en même temps, c'est de la disquette. C'est juste de la disquette pour pousser les ventes artificiellement, cracher de la variante. Après, tu pourras pas leur reprocher. Sera le même, littéralement, que le volume précédent. Il y a le film qui sort, tu vas pas leur reprocher. Je vais carrément leur reprocher. Waouh. Avec le sourire, mec. Oh, you dare. Avec Thunderbolt, c'est l'astérisque, c'était déjà beaucoup. Alors là, en plus. Le mec n'a plus aucune limite. Non, mais c'est fatigant, quoi. Je veux dire, justement, il y aurait une valeur à attendre le numéro 50. Tu vois, en plus, tu peux faire de l'événement dans l'événement, tu vois. Ils ont intérêt aussi, parce que ce que fait DC, ils attendent un numéro 150 avant de relauncher, parce que justement, t'as vendu un numéro 150, en plus de vendre ton numéro Legacy à la con. C'est comme là, Deadpool 350. Mais de qui on se moque? Il y a pas eu, c'est pas vrai. Vous n'avez pas cumulé 350 numéros d'une série qui s'appelle Deadpool. Point. J'ai compté, c'est pas vrai, c'est de la connerie. Si, on t'a répondu en commentaire. Ils ont accumulé avec le Despicable Deadpool, les Deadpool Corps, etc. Oui, mais ça porte pas le même nom. Ça ne porte pas le même nom. Dans ce cas-là, tu prends Batman et tu mets Detective Comics avec et tu dis on a fait 2000 numéros. Non, ça marche pas comme ça, c'est de la connerie. Et t'es parti tout seul, hein. Moi, je te regarde. Non, mais c'est le printemps, là. C'est le regain d'énergie. Bon, bref, en tout cas, moi, je suis content que North continue. Oui, voilà. Au moins, il y a une continuité. Ça fait quand même une série ça fait une série au long cours. C'est pas non plus, alors, il y en a quand même d'autres, hein, maintenant chez Marvel, mais c'est quand même pas si rare. C'est pas si commun, en fait, d'avoir fréquent, d'avoir des séries qui s'étalent sur plusieurs années. Donc, ma foi, tant que Ryan North a des idées, autant le garder, hein. Ouais. Allez, du côté de DC, par contre, une seule annonce, mais aussi une belle annonce en l'occurrence. Mark Waid qui s'entoure de plein de dessinateurs pour raconter The New History of the DC Universe. The History of the DC Universe, je crois que c'était Marv Wolfman et George Perez qui avaient fait ça justement post-crisis pour bien remettre les choses à plat de la continuité de l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. DC, en gros, voilà tout ce qui s'est passé ces dernières années. Qui crée l'univers. Ensuite, John Ridley a fait The Other History of the DC Universe il y a quelques années pour raconter l'histoire de l'univers DC du point de vue des minorités. Donc, il n'y a pas grand chose à voir, en l'occurrence. C'est un contrepoint quand même. Oui. C'est quand même pour apposer un autre point de vue sur cette historique de l'univers. Mais c'est pas un guidebook. Non, bien sûr. Mais c'est un projet d'ailleurs qui est toujours une œuvre d'auteur plutôt. Toujours inédit en fait. C'est pas bien ça. C'est pas bien ce que vous avez, Urban, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vraiment. J'ai envie de dire. Hein, vraiment pas bien ce que vous avez fait. Je sais. Ouais. Et donc là, c'est juste pour dire que le titre existe déjà en fait. Bien sûr. Et donc là, par contre, The New History of the DCU, donc a priori Mark Waid qui veut refaire cet exercice de. Mais en fait, il a déjà fait The History of the Marvel Universe il y a quelques années avec Javier Rodriguez. Extraordinaire. Et qui était raconté du point de vue de Franklin Richards et de Galactus. Spoiler alert. Et donc là, l'idée de base, ce serait de le faire du point de vue de Barry Allen de mémoire, il me semble. Et donc, qui remonte dans le temps. Voilà, qui remontera dans le temps. Mais après, de ce que j'ai compris dans le résumé, ce serait de genre du Big Bang au Golden Age et pas forcément d'aller voir. Je sais pas s'ils arriveront à intégrer toutes les crises récentes, tu vois. Et c'est le seul écueil que j'aurais. En fait, rétroactivement, Dark Crisis a mis des mots différents sur l'origine de l'univers aussi, donc c'est un peu compliqué d'en parler parce que là, ça rentre. Mais moi, j'aimerais bien que ça aille effectivement ça aille du Big Bang jusqu'à Dark Crisis en fait, ou même Absolute Power en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas possible puisque les versions se contredisent entre elles. Ouais, mais c'est pour ça. Lui, il va faire une synthèse, une sorte d'amalgame où on va essayer de dire comment agencer et intriquer tous les concepts et toutes les idées pour en faire une sorte de nouveau récit fleuve cohérent qui, bien entendu, sera contredit dès les 2 prochaines années par la nouvelle crise à venir. Je crois qu'on avait fait un podcast sur Comics Blog à l'époque. Sur les crises, non? Sur les crises, on avait pu s'amuser un peu à essayer d'expliquer l'origine de l'univers DC. Le problème, c'est que si tu prends la version de Geoff Jones avec j'oublie comment il appelait ça, lui,
tu sais, où il disait qu'en fait la Terre principale, dès qu'elle réécrivait une retcon ou quoi, influençait le reste de l'omniverse, non, un truc comme ça. Je sais pas si c'était l'omniverse. L'omniverse, c'est pas plutôt Williamson? Non, ça part dans okay. Doomsday Clock. Après, t'as aussi t'as le Dark Multiverse, t'as la Godsphere, la Terre Omega, ouais. T'as et Dark Crisis. Et surtout que la Terre absolue, on sait que techniquement c'est le fameux Elseworld qui avait été introduit à la fin de Death Metal. Ouais, qui était la Terre secrète, qui était la fameuse planète bizarre, machin. Ouais. Et du coup, juste pour que les gens comprennent bien, en fait, parce que là on part dans depuis le début de l'univers DC, grosso modo, on explique qu'il y a effectivement un scientifique qui a créé le multivers en voulant découvrir l'origine de l'univers, voilà, qui était le Monitor en fait. Et après, voilà, dans Crisis, on t'explique qu'il a une version maléfique, l'anti-Monitor, etc. Et c'est un peu de là que tout part. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers d'essai, au départ, sa cosmogonie, c'est vraiment juste des décompressions et des compressions de réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de terres à un moment donné, puis beaucoup moins, puis beaucoup plus, puis beaucoup moins. Et les seules constantes sont Darkseid, Apocalypse et Genesis, qui sont en une seule version par chaque multivers. Sauf que, dans Dark Crisis, en fait, ce que fait Williamson et qui était assez intéressant, c'était d'essayer de faire déjà lui-même une synthèse. C'est-à-dire qu'il a essayé de remettre dans l'ordre et Multiversity, et Crisis, et toutes les crises qui ont suivi, et aussi Death Metal. En fait, en disant que depuis le début, les forces supérieures que sont, grosso modo, les forces de la lumière et des ténèbres, alors c'est très manichéen, en l'occurrence, en fait, tout ça a pris des formes diverses et variées, mais qu'en fait, tout ça, depuis le début, c'est le même combat, entre guillemets. C'est la Gentry de Morrison, c'est les forces des ténèbres. Le Ends Metal de Morrison, c'est les forces des ténèbres. Et en fait, que du coup, on a un peu aplani la continuité, ce qui fait qu'effectivement ça permet de pas trop se compliquer, parce que c'est vrai que si on prend les idées de Snyder et qu'on dit qu'elles sont canoniques, c'est absolument impossible. Et si on prend en plus même Williamson lui-même avec son Multiverse 2, où là on rentre vraiment dans des variables qui sont même plus de l'ordre du raisonnable, on va dire. D'ailleurs aujourd'hui DC fait beaucoup moins d'efforts pour alimenter cette partie-là. Ils sont revenus à des trucs, Amanda Waller qui veut dominer les super-héros, Bizarro qui part en couille, voilà, c'est vraiment pas Bizarro, Starro qui part en couille, c'est vraiment devenu beaucoup plus simple parce que je pense qu'ils ont compris qu'en fait, justement, il fallait peut-être prendre un peu de recul parce qu'en 10 ans, entre le New 52 et peut-être plus que 10 ans d'ailleurs, et Dark Crisis, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été tentées par les scénaristes, que ce soit Geoff Jones, que ce soit Scott Snyder et tout. Donc là, actuellement, il y a une Terre Prime, il y a un multivers, il y a la Terre absolue, il y a plus la Terre reflet, on va dire, c'est compliqué. Bref, du coup, ce sera assez intéressant, effectivement, de voir ce que Mark Waid peut mettre dessus. Sachant que aussi, c'est un guidebook, mais c'est une très bonne façon, en général, les Mark Waid dans ce style-là, de découvrir, en fait, l'histoire, même éditoriale, de ces univers de fiction. C'est-à-dire que, justement, dans The History of the Marvel Universe, c'est pas juste pour comprendre la nerderie de machin, etc., mais c'est aussi un très bon guidebook pour déjà voir quels ont été les grands ajouts, comment marchent les règles de pouvoir, quel personnage est arrivé en premier, qu'est-ce qui a été important dans l'évolution des super-héros et tout. Et vraiment, moi, si c'est encore disponible, je vous conseillerais grave de lire The History of the Marvel Universe, comme j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle version, parce que Mark Waid, c'est un bon, quoi. Ouais. Il déçoit pas. C'est qui les artistes, t'as dit? Alors, en fait, il y aura un artiste sur chaque numéro. Donc ça va tourner. Et pour les premiers, alors c'est Jerry Ordway, je crois. Jerry Ordway, ah, trop bien. Ils font revenir Jerry Ordway sur le premier et Todd Nock aussi. Ok. Et voilà, donc ce sera en 4 numéros et on n'a pas encore les équipes créatives du reste. Puis il y a Ryan Sook qui fait des couvertures assez folles aussi pour le truc. Voilà, il y a Chris Samney qui fait une couverture en mode un peu New Frontier aussi, quoi, qui fait clairement des vibes comme ça. Donc non, ça, je pense que ce sera un des beaux projets de cette année chez DC. Ce serait bien un petit Chris Samney sur les planches aussi. Ah ouais, mais bon. Bah oui. Ouais. Allez, Corentin, on passe du côté des écrans maintenant avec juste une partie cinéma. Alors, du côté du cinéma, qu'est-ce qu'on a? On a un documentaire sur Stan Lee, encore, mais pas... Alors c'est un projet un peu particulier puisque ça s'appelle Stan Lee The Final Chapter et c'est plutôt un documentaire qui va revenir sur les abus d'exploitation du bonhomme dans ces dernières années. En gros, c'est un monsieur qui s'appelle John Bolerjack, donc Jonathan Bolerjack, qui était en fait un assistant personnel de Stan Lee, employé par, je crois que c'était Pow Entertainment à l'époque, en tout cas par ses associés, qui l'emmenaient donc dans les tournées de convention, sur les trucs de dédicaces et plein de choses comme ça. Et à la base, en fait, il l'avait contacté parce qu'il voulait faire de ces tournées et tout ça une sorte de show de télé-réalité.
et il avait demandé à Stan Lee si c'était ok. Stan Lee qui aimait se mettre en avant, ça, il y a pas de elle était super partant. Et sauf que au fur et à mesure parce que ça se passait, donc ça avait commencé Stan Lee est mort en 2018. Et de mémoire, c'était déjà quelques années avant, c'était genre en 2015, ça a commencé comme ça. Et en fait, il s'est aperçu qu'au fur et à mesure des dernières années de sa vie, il constatait qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient pas cool, quoi. Notamment, et ça, je pense que celles et ceux qui l'ont connu en convention, qui sont allés le voir pour faire des photoshoots, l'ont peut-être remarqué que parfois il était somnolent, que clairement il était épuisé, que visiblement il l'épuisait complètement à faire des signatures sur plein de comics et des objets dérivés et tout ça pour ensuite aller de l'avant. Enfin voilà, qu'il y avait un vrai business. Alors on sait parce qu'il y avait une enquête du Hollywood Reporter que clairement il y a eu il y a pas des mecs qui ont pété son sang aussi? Alors il y a eu un truc comme ça aussi où en fait effectivement des gens ont volé du sang pour le mélanger à de l'encre pour faire des comics qui étaient signés du coup avec le sang de Stan Lee. Voilà. Oh là là. Donc voilà, il y a eu plein de dingueries. Il y a des noms qui sont sortis, notamment un mec qui s'appelait Kaya Morgan, qui a d'ailleurs été inculpé, enfin il y a eu des plaintes contre lui. Il y a une autre personne je sais pas si j'arrive à trouver le nom là, mais en gros qui apparaît en tout cas dans le documentaire, qui était une sorte de bras droit patibulaire et tout, dont voilà, Max Anderson, c'était un autre manager qui apparemment était un vrai mafieux en fait, clairement. Et donc ce monsieur Baller Jack a visiblement alors soit une crise de conscience ou peut-être une envie de libérer la parole sur ce sujet, donc il monte un documentaire pour revenir là-dessus, qui a été évidemment critiqué aussi parce que pour beaucoup en fait l'idée c'est que s'il avait toutes ces images là en possession, fallait juste aller à la police et les présenter. Lui, il s'est défendu de pas mal d'accusations en disant que vraiment il pouvait pas faire grand chose, que déjà je pense qu'il s'en est pas aperçu parce que c'est une prise de conscience qui est venue au fur et à mesure des années, parce qu'au début il était forcément partie prenante un peu de ce qui se passait, et que après avec le lui aussi voulait exploiter l'image de Stan Lee aussi quelque part. Peut-être, mais après dans une autre optique, tu vois, c'était Stan Lee en TV show, tu vois, donc c'était j'imagine quelque chose de différent, et après vraiment de ce qu'on connaît un peu de cette situation, oui, potentiellement les Kaya Morgan et les Max Anderson, peut-être que c'est des vrais tarés, quoi, et qu'en fait t'as pas envie de leur chercher des noix, parce que visiblement il a répondu dans une interview, il a dit en fait ça fait des années aussi que je suis en procès avec justement je crois Anderson, parce qu'il veut pas que ces images sortent. Donc en fait il lui a intenté un procès en disant mais en fait vu que tu les as filmées dans le cadre, là en fait elles nous appartiennent, elles ne sont pas à toi. Donc voilà. Accessoirement, ok, je comprends. Voilà, c'est pour ça. Non, mais parce que moi aussi au début, on m'a reproché d'avoir relayé le truc en disant mais est-ce que c'est vraiment legit et tout ça, surtout qu'effectivement il demande une somme qui est très importante de 277 000 euros en gros. Là, à l'heure où on arrive sur le projet, il en est encore à pas grand-chose. Il a engrangé 68 000 euros, donc il reste 16 jours avant la fin de son Kickstarter, donc je sais pas si ça va pouvoir se faire. Et en quel cas, je lui souhaite de réduire ses objectifs pour à la limite prendre les sous et faire vraiment le documentaire. Ouais. Par contre, tu vois, et pas de se tirer avec l'argent, parce que sinon, on se sera tous fait avoir. Mais en gros, il y a aussi Todd McFarlane qui s'est exprimé publiquement. Il a dit, je connais ce type, je l'ai rencontré, tout ça, et je vouch pour him, tu vois. Et je veux dire, Todd McFarlane n'a pas forcément de raison plus que ça de faire ça vis-à-vis, tu vois, de ce type-là, quoi. Et il dit, je pense que c'est un des bons gars dans ce gros merdier qu'ont été les dernières années de la vie de Stan Lee. Accessoirement, ce serait bien que ces images sortent, surtout. Ouais, et en l'occurrence, ce qu'on pense du gars, parce que même si. Et dans le documentaire, tu vois effectivement, ça reste quand même utile de montrer ces images. Et parce que dans le documentaire, t'as quand même juste une image qui m'a glacé où tu le vois, Stan Lee qui est tout seul sur sa chaise roulante, au milieu de goodies comme ça, il est abandonné dans un hangar, et tu fais, et alors, parce qu'il y a des gens qui ont aussi dit c'est le karma parce que Stan Lee a aussi bâti sa carrière en exploitant et en profitant des autres. Ouais, mais attends, ce que je pas tout confondre non plus. Hein. Moi je peux entendre que Stan Lee n'est pas un saint et qu'il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Par contre, ça justifie pas en fait de le faire pourrir dans un hangar à côté de produits dérivés, quoi, tu vois, ou de piquer son sang pour en faire des signatures. Oui aussi, vois, ça reste un être humain, quoi. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est justement réhabiliter les artistes qui se sont fait arnaquer, et c'est trop tard entre guillemets, le mal il est fait. Mais par contre, ça reste un être humain quand même. Tu vois, je sais pas. C'est bizarre. Donc projet assez curieux, assez bizarre. Si je l'ai relayé aussi, c'est parce que le Hollywood Reporter, on a fait une couverture, je me suis dit c'est qu'il y a un vrai sujet, que c'est important aussi, tu vois. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est pourquoi faire un Kickstarter. Je vois très bien des Netflix ou des, tu sais là, tu n'as pas mis au programme, mais il y a une émission de télé racoleuse qui va s'intéresser à Jason David
Frank Alexander, enfin le mec Oui, qui jouait le Max, Power Ranger vert là. ouais. Enfin, je pense que des chaînes racoleuses ou enfin pas forcément racoleuses, mais les émissions à scandale peut-être américaines. parce qu'il veut le contrôle sur le narratif et qu'il veut pas que ça soit récupéré par une boîte de prod en fait, qui en ferait ce qu'ils veulent. Hein. Je sais pas, je t'avoue que là le montant me paraît aussi important, mais après c'est s'il faut payer tout le monde, je sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça existe. Vous pouvez regarder en tout cas l'article que j'en ai fait, regarder la page du projet, backer si vous voulez, même si à mon avis c'est plutôt public. C'est ce qui est bizarre d'ailleurs, je trouve que c'est Stan Lee. C'est quand même censé être The Legend pour les Américains. Je suis même surpris de voir que le public américain s'engage pas plus que ça sur le projet. Mais surtout Marvel. Marvel avait pas racheté les droits de Stan Lee, entre guillemets, de l'image publique de Stan Lee pour éviter, pour éviter justement que les gens puissent faire n'importe quoi. C'était pas ça au départ, Lina? Ouais, il y avait ce truc bizarre, mais bon. Donc moi, si j'étais Marvel, justement, j'irais voir le gars, je lui dis on t'achète les images et on en fera un documentaire pour pas aller dans le sens de la gloire de Stan Lee, mais Stan Lee, ça reste quand même, enfin, tu vois, associé à Marvel, quoi, de la haute force. Enfin, je sais pas, ça me paraît curieux, effectivement, qu'on ait besoin de faire un Kickstarter compte tenu du nombre de projets qui ont été développés autour de lui. Surtout si l'affaire est à ce point gravissime. Mais bon, après, en tout cas, moi, j'aimerais bien que ces images-là sortent, en tout cas. Ouais. Et à voir si ça verra le jour ou non, parce que d'aucuns lui disaient aussi, mais oui, mais du coup dans le cadre de ton Kickstarter tu proposes en fait des bouclettes de photographie tirées avec des images du documentaire machin en différentes variantes et tout ça, donc en fait tu participes aussi à l'exploitation de l'image de Stan Lee. Mais là il a répondu oui, mais en fait les gens quand ils backent sur un Kickstarter en général ils veulent un truc physique, en fait c'est normal, et en l'occurrence là tu peux pas lui reprocher effectivement de vouloir dire plutôt que juste d'un lien d'accès au documentaire qui de toute façon devrait être ce qui devrait sortir gratuitement. En fait si vous contribuez au truc, oui, l'idée c'est de vous offrir une contrepartie physique en échange, quoi, de la même façon que quand après c'est à une toute autre échelle et d'autres souvenirs, mais quand il y avait eu le Ulule pour Comics Blog, on disait c'était pour refondre le site, mais on avait proposé des prints en fait en pas physique, parce que sinon personne n'aurait soutenu le truc juste sur la promesse d'avoir un site refait, quoi. Mais bon, d'ailleurs le site refait qui n'est toujours pas refait. Oh là là. Mais pas cette boîte de Pandore. Non, c'est des PTSD pour moi, donc je préfère pas. Donc voilà, ça existe. Ensuite, du côté des écrans également, on a Sadie Sink qui a été annoncé pour le film Spider-Man 4, qui lui n'a toujours pas été officiellement techniquement annoncé. Si Tom Holland en a parlé. Non, remarquez, en plus, il a une date de sortie en plus. Ils ont pas montré le logo, mais il est annoncé. Oui, c'est ça. Donc il y a une date de sortie aussi, donc faut le tourner. Et alors, je sais pas pourquoi. À la limite, Black Panther 3, c'est plus grave qu'il ait toujours pas été annoncé, mais lui, c'est vrai. Coup, il existe, quoi. Et donc une rouquine. Ouais, étonnant. Donc on aura envie de dire, serait-ce la vraie MJ, Mary Jane? On aura envie de dire une rouquine, Medusa, Gwen Stacy, Mary Jane, Jean Grey, enfin il y a tellement de rouquines, Jackpot, tellement, c'est la même personne. Oui. Tellement de rouquines dans l'univers, dans les univers de super-héros. A priori, plutôt Jean Grey. Non, mais ça, j'y crois pas une seconde. Pourquoi faire venir Jean Grey dans un film Spider-Man 4? Mais parce que c'est un film que beaucoup de gens vont aller voir. Et que mais c'est pas comme ça que c'est toi-même qui a parlé de multivers, hein. C'est pas moi. Moi, je préférerais qu'il n'y ait pas de multivers dans ce film. Après, ils ont fait quasiment 2 milliards avec. J'ai parlé de multivers, moi, dans ce film. Oui, si t'avais dit, ça sent le film multivers entre Doomsday et Secret Wars. Ah oui, dans ce cas-là, oui, d'accord. Ah oui, ok, très bien. Donc peut-être, tu vois, on n'en sait rien, non. Évidemment, on n'a pas lu le scénario, mais on pense, et je pense que c'est pas un pari très risqué, de dire que Secret Wars servira aussi à introduire les futurs X-Men de la future saga X-Men, aux côtés des anciens X-Men probablement d'ailleurs, et que, en tout cas, ce sera la première marche vers ensuite le relaunch des X-Men qui sera fait au cinéma, quand on aura dit que grâce à Secret Wars, on a créé une nouvelle Terre, qui est à la fois l'histoire des X-Men, et parce que tu peux pas les faire apparaître du néant et dire, depuis le début on se planquait, parce que là quand même ça commence à faire beaucoup de personnages qui se planquaient, qui sont jamais intervenus quand il fallait. En tout cas, voilà, la piste la plus populaire sur Internet, c'est Jean Grey. Effectivement, quand tu la regardes, elle est rouquine, elle est mimi, elle est jeune, elle peut faire Jean Grey. Moi, j'avoue que je préférerais quand même une Mary Jane, parce que techniquement, Michelle Jones Watson, Michelle Jones d'ailleurs, c'est pas Mary Jane. C'est une MJ, mais c'est pas Mary Jane. Le fait, je vois mal après, ce serait un coup d'enfoiré quand même de la part de Marvel Studios de dire, on va faire un film où Zendaya et Tom Holland ils seront plus ensemble. Parce que tu vois, c'est littéralement en plus tout l'argumentaire sur lequel ils peuvent s'appuyer, c'est que c'est une belle histoire dans la vraie vie, ils sont ensemble depuis très longtemps, ils sont très heureux, très amoureux, ils vont probablement se marier à un moment donné. Il y a ce côté un peu couple à l'écran, couple à la ville qui plaît beaucoup aux gens. Et à la fin du 3, quand même, s'il arrive pas à reconquérir MJ, je serais un peu déçu pour lui. Pauvre Peter qui a quand même une vie particulièrement passionnante. Je dirais, ça a été le sbire.
l'élève d'un mec qui est mort. Et après, ça a été le mec d'une meuf qu'il a oublié. Je veux bien que Peter il soit censé en chier, mais il a quand même perdu sa tante, son mentor et sa meuf en 3 films. Bon, voilà, il serait peut-être temps de positiver un peu, mais ce serait quand même rigolo si en fait simplement, voilà, je sais pas, il visitait une autre terre, qu'il y avait une MJ rousse, peut-être parce qu'un jour ils feront aussi un relaunch de Spider-Man, je sais pas exactement à quoi il joue, enfin quoi il jouerait. Mais effectivement, quand t'annonces ta première embauche de casting et que c'est une nana rouquine qui a plus ou moins l'âge de Tom Holland, je dis plus ou moins parce qu'ils sont encore dans la vingtaine tous les deux. Voilà, naturellement l'idée vient en tête, surtout qu'on n'a pas vu MJ dans Spider-Man Your Friendly Neighborhood, votre fidèle serviteur Spider-Man. Oula, pardon. Votre fidèle serviteur Spider-Man, pardon. Donc moi en tout cas, je serais content parce que j'aime bien MJ, que ça fait depuis Sam Raimi qu'on l'a pas vu au cinéma. Parce qu'ils avaient annulé Shailene Woodley, rappelez-vous, après les magnifiques protestations des fans et que Sony Pictures a une colonne vertébrale en adamantium. Donc voilà. Après, si c'est Jean Grey, le casting il est pas mauvais. Je veux dire, effectivement, elle a le bon physique pour jouer Jean Grey. Oui, c'est juste qu'est-ce que vient foutre Jean Grey dans tu sais, film Spider-Man. Ouais, je veux pas encore une fois passer pour le seul mec sur Terre qui a râlé au moment de ce film, mais Spider-Man 3. Moi, ça a été une grosse désillusion d'être le seul dans la salle qui a rouspété parce que je trouve que ça vraiment pas bien fichu, etc. Et quand j'ai entendu les gens qui applaudissaient, qui hurlaient de joie et compagnie, je me suis dit, peut-être qu'en fait, toi et moi, on est des minorités sonores un peu stupides qui n'arrivons pas à nous extasier sur le fanservice obtus et idiot. Le film, il a fait beaucoup d'argent. Marvel aurait pas un intérêt démesuré à ne pas courir encore une fois à la piste du multivers si en plus, effectivement, le film tombe entre Doomsday Clock, putain, n'importe quoi. Avengers Doomsday, où il y aura probablement Peter Parker, en plus. Je veux dire, ce serait bizarre de ramener Don Jr. et le seul lien un peu filial qu'il a avec un personnage dans l'univers Marvel Studios, ça reste quand même Peter Parker. On en a déjà parlé, on a un pari sur le sujet. Là, c'est un pari, c'est un pari buffet à volonté, là. Ouais, c'est clair. Mais donc, ouais, voilà, en tout cas, si jamais ça devait être Jean Grey, c'est un choix de casting qui est pas déconnant. Elle est jeune, elle peut tenir le rôle quelques années. Et puis j'allais dire qu'on n'avait pas eu la Dark Phoenix saga en film. J'y crois vraiment pas au fait d'introduire des personnages de mutants pour la prochaine X-Men saga dans un film comme ça, quoi, vraiment. Les mecs, Captain Marvel, The Marvels, la scène post-générique, il y a le fauve. Mais on s'en branle parce que c'est l'ancien, Oui, mais c'est l'ancien. Pour moi, pour les Secret Wars, machin, je t'ai dit, on ramène les anciens X-Men parce qu'on va les ramener, c'est sûr. Mais pour tout ce qui est les nouveaux, non, tu fais table rase et tu leur fais leur film dédié et tu les introduis pas comme ça, comme un backdoor pilot. America Chavez dans Doctor Strange 2, c'était vraiment très utile, tu penses? Mais c'est une mutante, non? C'est pas une mutante. Non, mais on s'en fout. Je veux dire, quel est le rapport entre America Chavez et Doctor Strange, tu vois? Oui, mais c'est America Chavez, no offense à leurs fans, c'est pas les X-Men. Et elle a disparu depuis. Hein. Oui, et puis c'est pas les X-Men. On te parle des X-Men, c'est le joyau de la couronne de Marvel quand même. Enfin, en tout cas pour l'enjeu cinématographique, c'est trop important de faire cette relance. C'est pas idiot de les mettre dans un film entre guillemets qui va mieux marcher que les autres pour leur offrir une exposition. Moi je pense que c'est dangereux. Moi je pense que c'est ultra dangereux parce que mais je te dis pas que je suis enthousiaste. Hein. Regarde-toi avec tes pompons là, ton tutu, t'es déjà prêt. Je préférerais que et le mec il a son sachet de cotillon qui est prêt. Des X-Men, on vous adore. Ouais. Non mais en vrai par contre moi je préférais que ce soit Mary Jane, enfin une Mary Jane. Mais il faut pas être naïf. Marvel ils en ont absolument rien à branler que ce soit cohérent. Hein. Enfin je veux dire. Je sais pas. Franchement je pense que les films Ant-Man ils ont introduit comme le conquérant. Enfin d'ailleurs avec quel succès. Mais je veux dire quel rapport entre Ant-Man et enfin bref. Voilà. Ouais, allez. Et pour terminer, juste Colin Farrell qui sera en discussion pour reprendre le rôle de Sergeant Rock abandonné par Daniel Craig. Je fais juste une micro-parenthèse, ça vient de me revenir en tête. Ouais. Il y a eu un enregistrement vocal de Jonathan Majors qui est tombé là il y a pas longtemps, où il admet ce qu'il a fait. Oui, avec sa copine. Ouais. Voilà. C'est juste pour parce qu'il y a des gens qui disaient ouais, on voit les vidéos, il s'enfuit en courant, donc probablement que c'est pas vrai. Voilà. Dans les faits, en fait, il a admis les trucs. Oui, et donc ça veut dire qu'il y aura probablement pas l'arc de rédemption que beaucoup espéraient et qui reviendra jamais en Kang et que Marvel fera plus jamais Kang le Conquérant. Pardon, tu disais, excuse-moi, ils vont recaster au pire, quoi, mais voilà. Mais donc, je disais que ce serait Colin Farrell pour reprendre Sergeant Rock plutôt que Daniel Craig. Alors, j'étais un peu surpris par les réactions des gens qui, d'ailleurs, même de ma femme qui était sur le mode de, quand même, Colin Farrell, on l'a beaucoup vu récemment. Il était bien en pingouin, mais bon, peut-être qu'il faudra lâcher un peu les rôles à d'autres acteurs.
ou actrice. Ouais, comme Pedro Pascal ou bah, certes, peut-être que c'est une ou question Oscar Isaac, quoi, tu vois, c'est un peu peut-être que c'est une question d'angle mort personnel, mais moi j'aime bien Colin Farrell et en fait depuis le début ce film-là, je ne l'appréhende pas comme un projet de super-héros parce que ça n'en est pas un, et plus comme un film de Luca Guadagnino. Et le fait de voir Farrell, qui est un acteur décoré, qui a fait beaucoup de grands metteurs en scène, chez Guadagnino, bah ça m'intéresse en fait. En plus je trouve ça rigolo parce que Sergeant Rock c'est une figure très américaine. C'est le soldat, le GI des comics, enfin c'est le même soldat probablement le plus connu des univers de BD de super-héros en tout cas. Et dans un cas il voulait prendre un anglais, il a pas eu l'anglais, du coup il dit bon je prends l'irlandais. Ouais. Et ça fait un peu marrer, tu te dis oui, bien écoute t'as vraiment envie que les mecs forcent un accent qu'ils n'ont pas, mais bref. Farrell il est bon quoi, je veux dire Banshees of Inisherin, Bon baiser de Bruges, Bullseye, The Lobster, ouais, Bullseye dans le film d'Ardeville. C'est vrai, oui, mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé avec mais comment il s'appelle le réal de The Lobster, rappelle-moi, celui qui a fait le cerf sacré aussi. Je veux dire il était dedans, non? Lagorimos là, Yorgos Lanthimos. Yes. Voilà, putain, ouais. Bref, mais donc du coup ouais, moi c'est pareil, j'aime bien quand Farrell vient se perdre, comme c'était pas Minari le film A24, non ça c'était avec Steven Yeun. Ah, il avait fait un film où c'est une famille qui a un robot domestique, je crois. Enfin bref, c'est un putain de bon acteur et qui prend justement des risques, et pour moi faire un film Sergeant Rock chez DC avec Guadagnino, ça reste un risque parce que c'est pas un réal qui vend beaucoup, hein, loin s'en faut. Donc je suis content. J'aurais limite préféré un autre visage plus jeune ou plus connu, certes, enfin moins connu je veux dire, certes, mais bon là a priori ce sera un one shot. C'est un Sergeant Rock qui a de la bouteille un peu, je dirais, donc ouais, et puis c'est cool, un film militaire avec Guadagnino et Colin Farrell, ouais. Puis le mec est toujours bon quoi, je veux dire. C'est ça, pourquoi se plaindre quand on mange bien? Voilà, tu vois, si il l'avait annoncé en Batman, là effectivement ça m'aurait agacé. Parce qu'en plus ça aurait été Batman et le Pingouin, ça aurait été un peu compliqué. Ouais, un peu plus bizarre, ouais. Ça m'aurait agacé mais par contre tu vois, c'est pas comme Pascal qui fait toutes les prods Disney ou comme Giancarlo Esposito qu'on met partout, tu vois, enfin ouais, j'avoue. Ouais. Farrell dans les trucs à licence, à part le Pingouin récemment, il a pas non plus fait beaucoup de films Disney. C'est peut-être juste qu'on a vu beaucoup son nom à cause de toutes les nominations et récompenses de The Penguin, mais c'est vrai que c'est pas le mec le plus en vue dans les mais encore dans The Penguin, il a pas la gueule qu'il a d'habitude, tu vois, c'est triste à dire, mais c'est pas non plus que lui qui a gagné ces prix-là, c'est aussi l'équipe des maquilleurs. Tout à fait, ouais. Donc voilà, je sais pas, t'es content toi? Moi je suis plutôt content. Ouais, ça va très bien. Fin du podcast. Allez, salut. C'est ça. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire sur le site, sur les plateformes d'écoute différentes. N'hésitez surtout pas à partager également le podcast sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. C'est ce qui compte. On a besoin de votre aide pour continuer d'être vu et d'être en conséquence écouté. Et n'hésitez pas également à nous soutenir sur notre Tipeee, surtout en période de fin de mois. C'est le moment idéal pour essayer de gonfler la cagnotte mensuelle au maximum. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà, et on vous remercie également de nous avoir écoutés. À très bientôt pour le prochain podcast. Salut.